Ich heiße Sie alle herzlich willkommen zu unserem Webinar zum Thema Whistleblowing. Ich heiße Amel und bin seit 3 Jahren bei Campax und bin verantwortlich für unsere Community und die unterschiedlichen Plattformen, die wir haben. Ich gehe am Anfang die Traktanten durch und stelle noch die Personen vor, die wir heute eingeladen haben, die zu uns sprechen werden. Und also als allererstes gibt es eine kurze Einleitung zu SwissLeaks, unsere Plattform, die wir haben bei Campax, bei der es um Whistleblowing geht. Und dann wird Lea Whistleblowing so eine Bestandesaufnahme machen. Sie wird darauf eingehen, wie der Stand zurzeit in der Schweiz ist. Wir werden dann auf die Whistleblowing in Zahlen uns anschauen, schauen die Ergebnisse des Berichts an von 2021 über Whistleblowing in der Schweiz. Und eigentlich haben wir geplant, dann so einen Praxisinput zu erhalten vom Ombudsmann vom Kanton Zürich. Es scheint aber noch Probleme zu geben, weil die Person noch nicht da ist. Wir hoffen aber, dass es noch klappt. Ansonsten bekommen wir dann ein Beispiel, wie wir es richtig, würde ich jetzt mal sagen, umsetzen könnten. Am Beispiel von Frankreich über das Maison des Lanceurs d'Alerte. Und zum Schluss gibt es noch ein Fazit und einen Abschluss. Das Ganze dauert ungefähr 1,5 Stunden. Nach jeder Präsentation wird es die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie euch in den Chat. Wir werden sie sammeln und dann am Ende wird dann Lea, die moderiert, die Fragen auswählen. Und wenn wir nicht alle Fragen beantworten können, werden wir das am Schluss beim Fazit noch versuchen. Und die Fragen, die wir nicht beantworten können, werden wir dann noch aufnehmen und wie nach dem Webinar nochmals aufgreifen und euch dann schicken. Genau. Ich hoffe, dass alle jetzt im richtigen Kanal sind und die Sprache hören, die sie verstehen. Kurz zu unseren Rednerinnen. Mich habe ich schon kurz vorgestellt. Ich heiße Amel. Lea Tschumi ist Projektmanagerin Whistleblowing bei Campax und hat dieses Webinar organisiert. Christian Hauser ist Dozent und Projektleiter an der Fachhochschule Graubünden. Er wird uns etwas zu seinen Ergebnissen und erzählen, die er in der Forschung gefunden hat. Jörg Trachsel wäre der Ombudsmann des Kantons Zürich, der uns so Fallbeispiele näher bringen wollte. Ich denke, er ist immer noch nicht da. Vielleicht klappt das und sonst werden wir diesen Teil überspringen. Und Glenn Mio ist Delegierte vom Maison des Lanceurs d'Alerte und wird uns das Beispiel Frankreich erklären, die glücklicherweise schon weiter sind, als wir sind in dieser Sache. Genau. Und nun, mich müssen wir nicht nochmals vorstellen, geht es um SwissLeaks. Was ist SwissLeaks genau? SwissLeaks ist die Whistleblowing-Plattform von Campax. Wir haben eine Plattform, wo Menschen anonym Hinweise melden können. Und genau. Und SwissLeaks ist aber auch eine Seite, die auf unserer Hauptwebseite campax.org zu finden ist. Die Idee dort ist auch, dass Menschen Informationen zu Whistleblowing finden und zum Thema allgemein. Also wir berichten darüber, was in Europa gerade passiert, wo wir in der Schweiz stehen und wo wir hingehen möchten. Unser Ziel, unsere Vision, also Leas Vision ist es vor allem, dass SwissLeaks eigentlich wie zu der Infoseite wird in der Schweiz, wo ihr alle Informationen eigentlich rechtliche wie auch sonstige über Whistleblowing finden könnt. Soweit sind wir noch nicht, aber das würden wir gerne erreichen. Genau, und SwissLeaks ist auch insgesamt so ein Projekt von uns, wo es darum geht, dass wir unsere Gesellschaft mehr zum Thema sensibilisieren wollen. Wir denken, dass das Thema in der Schweiz eigentlich innerhalb der Bevölkerung nicht die Anerkennung bekommt, die sie verdient. Viele wissen gar nicht, was es ist. Und genau. Und WhistleblowerInnen haben in der Schweiz nicht unbedingt so einen guten Ruf. Und das wollen wir ändern. Ich halte meinen Teil ziemlich kurz.
weil Lea uns eigentlich noch ziemlich viel mehr über Whistleblowing in der Schweiz und der momentane Stand erzählen wird. Und ich glaube, ich habe gerade gesehen, dass der Traxels in die Sitzung geschafft hat. Das heißt, wir können alle Teile unseres Webinars abdecken. Okay, danke Armelle. So, meine Teil ist auf Französisch. So, vielleicht Armelle, kannst du noch einmal erklärt für die Übersetzung, bitte? Genau, also Leas Teil ist jetzt auf Französisch und das heißt, wenn ihr Deutsch spricht und für die Übersetzung noch nicht den deutschen Raum gewählt habt, dann könnt ihr das jetzt machen. Also ihr sollt unten in der Menüleiste die Menüoption Dolmetschen haben und dort auf Deutsch klicken und dann am besten auch dort bleiben. Ok. Donc si vous avez une question, n'hésitez pas dans le chat à envoyer vos questions, comme Armelle l'a expliqué, et on essayera d'y répondre le mieux possible. Alors, donc, comme Armelle l'a dit, je travaille à Compax, je m'appelle Léa Choumi, donc je travaille à Compax en qualité de manager de projet whistleblowing, et c'est dans le cadre de cette activité que nous avons voulu organiser justement ce webinaire. Et je vais donc intervenir dans les minutes qui vont suivre pour vous présenter un peu qu'est-ce que c'est le whistleblowing et surtout m'attarder sur les aspects légaux. Avant d'arriver un peu sur le côté juridique, j'aimerais déjà un peu définir davantage le whistleblowing parce que Armelle l'a dit et c'est très juste, malheureusement, c'est un phénomène qui n'est pas très bien compris, voire pas connu en fait par encore beaucoup. Et c'est pour ça que je vais commencer par une définition afin que nous puissions avoir un contexte de quoi nous parlons. Donc, le whistleblowing, en fait, c'est un phénomène et ce phénomène nécessite la réunion de 4 éléments. Et ces 4 éléments, en fait, figurent donc sur ce slide. Donc, on parle de whistleblowing lorsqu'on a une organisation. Et par organisation, il faut comprendre par là, en fait, tout groupement de personnes, que ça soit sur une forme juridique reconnue ou pas. Donc, ça peut être une entreprise, une société, comme ça peut être une association. Donc, c'est vraiment toute forme d'organisation. Et au sein de cette organisation, il y a justement une personne qui y travaille, qu'on va appeler l'initié. En fait, l'initié, c'est qui? C'est celui ou celle qui deviendra en fait le ou la lanceuse d'alerte. Donc, c'est-à-dire, l'initié, c'est une personne qui est soit membre de l'organisation, parce qu'elle travaille au sein de l'organisation, ou soit a un quelconque lien avec l'organisation. Et dans tous les cas, c'est que cet initié, en raison de son travail ou bien du lien qu'il a avec l'organisation, va avoir accès à des informations que normalement des tiers externes n'ont pas accès. Voilà, donc nous avons une organisation, nous avons un initié qui est une personne qui a un lien ou qui y travaille, et cette personne-là, en fait, va découvrir des pratiques qui se font au sein de l'organisation. Et ces pratiques-là, justement, sera ce qu'on appelle l'objet de l'alerte. C'est-à-dire que la personne va découvrir, par exemple, que dans son organisation, il y a des pratiques illégales, des pratiques illicites, ou bien des pratiques qui violent des standards en fait établis, ou bien des pratiques qui vont juste à l'encontre de l'éthique ou des valeurs que l'organisation en fait défend pratiquer. Et cette personne qui va en fait constater ces faits ou bien ces actes irréguliers, ces pratiques illégales, va décider de les divulguer. Et c'est là qu'intervient justement le 4e élément du whistleblowing, qui est l'organe de report. Donc l'organe de report, en fait, c'est l'organe ou bien la personne vers qui l'initié va se tourner pour rapporter les faits qu'il a constatés. Donc, en résumé, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que c'est une définition générale donc, du lancement d'alerte, du whistleblowing, que je donne ici. Et cette définition, elle est très large, parce que dans cette définition, on peut penser les cas typiques de whistleblowing, c'est un employé qui va constater qu'au sein de son entreprise, il y a des pratiques illégales et cet employé-là va aller alerter soit sa hiérarchie, et dans ce cas-là, on va parler en fait donc de lancement d'alerte interne parce qu'il va rester au sein de l'entreprise et aller rapporter soit à la hiérarchie, soit aux ressources humaines, ou bien il peut aussi décider d'aller parler au service juridique, les services de compliance, pour leur dire, voilà, il se passe ceci au sein de l'entreprise et je pense qu'il y a un problème et on doit le régler. Mais ça peut aussi arriver que l'initié, donc le lanceur ou la lanceuse d'alerte, décide d'aller parler à l'extérieur de l'entreprise. Et dans ce cas, on va dire que la personne a fait un lancement d'alerte en fait externe parce qu'il est sorti en dehors de l'entreprise. Donc, dans tous les cas,
de manière générale, la définition donnée au whistleblowing, c'est vraiment qu'il y a donc une organisation, une personne au sein de l'organisation qui découvre une pratique illicite et qui va décider de divulguer ces pratiques. Voilà. Donc, pour ce qu'il en est de la Suisse, en fait, malheureusement, il n'existe pas une définition légale dans toute la Suisse du whistleblowing. Donc, la définition que je viens de donner, c'est une définition qui vient de la littérature, qui vient de la doctrine. Donc, ce qui fait que si vous cherchez en fait vraiment à connaître la définition légale du whistleblowing qui est donnée en Suisse au lancement d'alerte, vous allez trouver des réponses dans des lois cantonales, mais rien au niveau fédéral. Parce que, comme vous le savez, nous avons toujours cette hiérarchie de confédération, canton et commune. Donc, au niveau confédération dans toute la Suisse, il n'existe pas une définition légale homogène, mais au niveau cantonal, il y a quelques cantons qui sortent un peu du lot, qui ont justement une loi qui couvre le whistleblowing ou un article dans une loi qui couvre le whistleblowing. Voilà. Donc, maintenant que le cadre est un tout petit peu posé pour pouvoir comprendre le whistleblowing, et vous avez certainement, je pense, entendu tous ces nombreux cas qu'il y a parfois dans les journaux. Donc, il y a aussi des cas, bien sûr, en Suisse, même s'ils sont moins médiatisés. Mais les cas, en fait, de lancement d'alerte en Suisse, généralement, sont traités au sein des entreprises eux-mêmes, donc raison pour laquelle ça ne va pas forcément sortir dans les médias. Mais quand le cas est tellement grave, a vraiment une grande ampleur, là, vous allez voir, en fait, les articles dans les médias. Et typiquement, si on reste en Suisse, un des derniers cas vraiment qui a fait beaucoup parler de lui, c'était le cas de Swiss Secret. Vous avez peut-être entendu parler, donc en fait, c'est une affaire qui date de 2022 où justement un employé d'une banque très connue, donc Crédit Suisse, pour dire le nom, en fait, a communiqué justement à un quotidien allemand des documents qui montraient que la banque avait plus de 30 000 comptes qui étaient en fait justement les comptes des personnes du monde entier, mais des personnes qui sont liées justement à des actes comme la corruption, l'évasion fiscale et j'en passe. Voilà, donc ça, c'est un cas typique de whistleblowing qu'on voit parfois dans les journaux. Donc maintenant, la question maintenant, c'est comment le whistleblowing est traité en Suisse. Parce que, je me répète encore, malheureusement, il n'existe pas une loi fédérale qui couvre le whistleblowing en Suisse. Donc, quand il y a des cas de lancement d'alerte, comment est-ce qu'en fait, on les traite en Suisse? Comment est-ce qu'ils sont abordés? Tout dépend du secteur d'activité où il y a eu le lancement d'alerte. Donc, si on prend l'exemple d'une personne qui travaille dans l'administration publique, cette personne-là qui décide de lancer l'alerte concernant une pratique qu'elle a découverte sera mieux protégée par rapport à une personne qui travaille dans le secteur privé. Pourquoi? Parce que dans le secteur public, donc si on commence au niveau de la Confédération, il y a la loi sur le personnel de la Confédération et dans cette loi-là, il y a un article spécifiquement qui autorise les employés de la Confédération à pouvoir divulguer des faits qu'ils auraient découverts dans le cadre de leur activité qui seraient contraires justement à la loi. Voilà, donc, et ça, c'est uniquement valable au niveau des employés de la Confédération. Et lorsqu'on passe maintenant au niveau cantonal, là, malheureusement, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose parce que, je vais dire, en Suisse, il y a plus de 26 cantons. Et en fait, malheureusement, il y a très peu de cantons qui ont vraiment adopté quoi que ce soit en matière de lancement d'alerte. Donc, ceux qui sortent un peu du lot, c'est notamment le canton de Genève qui a adopté une loi sur la protection des lanceurs d'alerte qui est valable uniquement dans le canton de Genève et valable uniquement justement pour les personnels de l'administration publique du canton de Genève. Donc, ça veut dire que si c'est un privé, quelqu'un qui travaille dans le secteur privé à Genève, il ne pourra pas bénéficier de cette loi. Donc, une fois de plus, c'est vraiment destiné aux fonctionnaires genevois. Et le canton de Bâle-Ville aussi a aussi, en fait, donc non pas une loi, mais un article de loi qui autorise aussi les employés du secteur public de Bâle-Ville de faire une dénonciation. Et pour terminer, on a aussi Zurich, en fait, et Zurich, c'est un cas un peu particulier parce qu'ils ont mis justement en place un service de médiation. Donc, on a la chance d'avoir un des intervenants qui nous présentera un peu plus en détail comment Zurich fonctionne. Mais c'est à peu près tout ce qui existe, en fait, au niveau public en Suisse en matière de lancement d'alerte. Maintenant, si on se tourne vers le secteur privé, là, malheureusement, c'est le drame. C'est le drame parce qu'un employé d'un secteur privé, donc d'une entreprise XY privée, qui aurait découvert des irrégularités, des pratiques vraiment générales qui ont des conséquences à l'externe et à l'interne de l'entreprise et qui va décider de les divulguer, le fait qu'il n'y ait pas de loi du tout, vraiment qui couvre le whistleblowing, le lancement d'alerte en Suisse, fait en sorte que
ce cas-là va être traité à l'aide des lois qui viennent des autres domaines juridiques. Donc, comme le whistleblowing est un phénomène complexe parce qu'il y a plusieurs domaines juridiques concernés, ils vont se servir, par exemple, du Code des obligations dans lequel on va trouver le devoir de discrétion, c'est-à-dire, normalement, un employé n'est pas censé aller à l'extérieur de l'entreprise et divulguer des choses qui se passent dans l'entreprise. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de loi spécifique sur le sujet. Et lorsqu'il y a en fait un problème, un cas de whistleblowing et que ces cas sont emmenés devant les tribunaux, ils vont être traités en prenant les articles des lois qui viennent des autres domaines juridiques. Donc, cela nous emmène en fait à faire un résumé rapide de la situation vraiment juridique du lancement d'alerte en Suisse, afin que vous puissiez vraiment mieux comprendre à l'aide de ce tableau. Donc, j'ai choisi expressément de comparer la Suisse avec l'Union européenne et les États-Unis pour une raison bien spécifique. Les États-Unis, parce que vous le savez, même le mot lui-même, whistleblowing, c'est un mot anglophone, to blow the whistle, donc lancer un coup de sifflet. C'est les plus grands cas, les plus connus, ça a commencé là-bas avant d'arriver un peu, on va dire, dans le monde. Donc, ce qui fait qu'ils sont précurseurs dans le domaine et raison pour laquelle, comme vous pouvez le voir dans ce tableau, ils ont tout en place. Ils ont déjà vraiment un système en place qui fonctionne et depuis des années. Maintenant, si on compare un peu avec l'UE, pourquoi l'UE? C'est que, bien sûr, la Suisse n'est pas membre de l'Union européenne, mais la Suisse se trouve au milieu de l'Europe, donc ne peut pas ignorer ce que fait l'Union européenne. Et la Suisse, d'ailleurs, prend la plupart du temps 80%, donc 80% du droit de l'UE. Donc, dès que l'UE, en fait, adopte une nouvelle loi, à 80%, la Suisse s'aligne parce qu'elle est partenaire aussi économique de l'Union européenne. Voilà pourquoi j'ai choisi de comparer la situation européenne avec la situation suisse aussi. Et comme vous pouvez le voir dans ce tableau, l'UE, au sein de l'UE aujourd'hui, il existe une directive donc, qui date de 2019, qui a été mise en œuvre par les États membres. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les 27 États membres, alors pas les 27 parce qu'il y a quelques-uns qui sont en retard, mais disons la majorité des États membres de l'UE ont aujourd'hui dans leur législation une loi qui protège les lanceurs d'alerte, une loi en fait qui oblige justement certaines entreprises à mettre en place un système en entreprise où il y a un règlement qui couvre le lancement d'alerte, où il y a en fait un système, une procédure qui est mise en place pour lancer l'alerte, une procédure qui explique comment l'alerte ensuite est traitée, et aussi bien sûr une protection qui est offerte à ceux qui ont décidé de parler, donc le lanceur ou la lanceuse d'alerte. Donc, ce qui fait que la chose que l'UE n'a pas repris par rapport aux Américains, c'est le système de récompense. Et là, peut-être que vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est? Alors, les États-Unis ont choisi de récompenser ceux qui lancent l'alerte. Donc, c'est-à-dire que si une personne a fait un signalement et que grâce à ce signalement, le gouvernement a pu récupérer beaucoup en fait, de l'argent, la personne peut avoir entre 10 à 30% de l'argent que le gouvernement a récupéré. Et là, on parle des millions. Donc, ce qui veut dire que vraiment, après, ça se discute parce que nous, on n'est pas du tout dans cet état d'esprit-là, mais c'est quelque chose que les États-Unis ont mis en place, c'est quelque chose qui fonctionne. Et d'ailleurs, la Suisse en a fait les frais. Peut-être avez-vous entendu parler de l'affaire de Bradley Bickerfield. Donc, c'était un banquier donc, qui travaillait à UBS et justement qui a dénoncé en fait les pratiques que UBS faisait en interne et qui aidaient l'évasion fiscale. Et grâce à cela, le gouvernement américain a pu récupérer à UBS plus de 400 millions. Et le lanceur d'alerte a eu 26% de ces 400 millions, donc plus de 100 millions lui sont revenus selon la loi américaine sur le sujet. Voilà, donc sans entrer dans les détails, donc c'était juste pour vous dire, c'est un système qui est mis en place, ça vaut ce que ça vaut, mais les États-Unis l'ont mis en place et ça fonctionne. Alors que nous, en Suisse, tout simplement, hein, nous n'avons rien, nous n'avons pas grand-chose. Voilà, donc au niveau public, il y a quelques lois, mais ce n'est pas suffisant malheureusement, parce que un lanceur ou une lanceuse d'alerte suisse, la plupart du temps, risque de se faire licencier. Et il va se faire licencier certainement pour faute grave, et en se faisant licencier pour faute grave, il y aura des problèmes au niveau des indemnités, chômage, donc qui risquent de ne même pas toucher. Et à côté de ça, il faut rajouter les conséquences juridiques, donc c'est-à-dire la personne va se retrouver poursuivie par son employeur, par exemple pour diffamation, calomnie. Et à côté de ça, aussi l'aspect aussi social. Voilà, donc tout simplement pour dire qu'avec ce tableau, on voit très facilement le résumé de la situation du lancement d'alerte en Suisse.
Alors, une question très pertinente pourrait être de savoir, mais comment ça se fait? Parce que, je vais dire, nous avons une place financière suisse très, très importante et le message qui est donné même par notre gouvernement dans le Conseil fédéral, c'est vraiment la transparence. Donc, on veut que de la transparence au niveau de la place financière suisse, mais pourtant, le whistleblowing, donc qui permet le lancement d'alerte, qui permet de détecter des fraudes en entreprise, n'est pourtant ni couvert et les whistleblowers, dont les lanceurs d'alerte, ne sont pas non plus protégés. Là, et si on se demande, mais quels sont les obstacles? Pourquoi, à ce jour, il n'y a toujours pas en Suisse de loi qui couvre le lancement d'alerte et qui protège les lanceurs et lanceuses d'alerte? Ici, j'ai mis 4 raisons principales. Je ne pourrais malheureusement pas tout détailler en détail en raison du temps, mais disons-nous ceci. Si on remonte en 2020, il y a eu une tentative de pouvoir mieux protéger en fait les lanceurs d'alerte. Donc, c'était une tentative qui a duré des années. Donc, c'est-à-dire, ça remonte à 2003, voire même plus loin, où c'était une motion qui avait été déposée pour mieux protéger les lanceurs d'alerte. Et cette motion a duré 13 années. Donc, rien que déjà la longueur nous dit que le sujet a de la peine à faire sa place. Donc, ça a duré 13 années où même le Conseil fédéral qui était chargé d'écrire, de rédiger ce projet de loi était contre. Donc, son avis, c'était en défaveur de cette loi. Et malgré tout, elle a rédigé un projet de loi et 13 années de débats, de consultations, de va-et-vient pour qu'en 2020, en fait, cette loi soit enfin refusée au Conseil national. Donc, au Parlement, ça a été refusé par le Conseil national. Et pourquoi ça a été refusé? L'argument qui a été avancé par les opposants, c'était qu'on n'a pas besoin de loi qui couvre le lancement d'alerte en Suisse parce qu'aujourd'hui, avec les lois qui existent, on arrive à traiter le sujet. Voilà, donc d'après eux, la loi sur le travail, le code des obligations et j'en passe sont suffisants. Et ce n'est pas nécessaire de faire une loi spécifique au whistleblowing. Mais malheureusement, les cas de lancement d'alerte qui ont été emmenés devant les tribunaux le prouvent que tel n'est pas le cas, que ça ne suffit pas en fait ces domaines juridiques parce que le whistleblowing est tellement complexe que ça nécessite d'être vraiment traité, excusez-moi, spécifiquement. Donc, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut reléguer et traiter avec le code des obligations. Cela ne suffit malheureusement pas. Et la réalité aussi, c'est qu'il ne faut pas oublier l'aspect culturel. C'est-à-dire, en Suisse, l'idée générale, ce n'est pas d'aller, excusez-moi l'expression, laver le linge sale en public. Donc, on dit, donc le linge sale se lave donc, en fait en famille, en privé. Donc, quand il y a un problème, on le règle au sein de l'entreprise et non pas en fait en public. Mais le problème, en fait, c'est que les cas généralement de whistleblowing sont des cas graves. Donc, ce n'est pas juste un cas de dysfonctionnement léger. On parle vraiment parfois des cas qui ont des conséquences justement à l'extérieur de l'entreprise. Je vous ai parlé des cas d'évasion fiscale, par exemple. Donc, ce qui fait que à ce niveau-ci, on ne peut pas juste se dire on reste au sein de l'entreprise et on va régler le problème comme ça parce qu'il y a certaines entreprises qui malheureusement aussi consciemment vont pratiquer en fait certaines choses illégales parce que le gain à gagner est supérieur par rapport en fait aux conséquences en cas de découverte de la fraude. Voilà. Donc, ce qui fait que la culture déjà en fait suisse qui ne favorise pas le whistleblowing et l'image même des lanceurs d'alerte, ils ne sont pas applaudis. En Suisse, les lanceurs et lanceuses d'alerte ne sont pas des héros, ils ne sont pas applaudis. La plupart du temps, malheureusement, l'image qui est donnée d'eux, c'est très négatif. C'est les images de dénonciateurs, de balance. Donc, et ça reste encore très négatif malgré les années qui passent, en fait. Et cela a été constaté que ce soit par l'OCDE, que ce soit par Transparency ou par d'autres associations comme nous qui travaillent sur le sujet. Donc, on a beaucoup de peine à faire changer cette image du lanceur d'alerte. Et aussi, le fait aussi qu'en Suisse, on a eu des cas qui concernent surtout l'aspect financier. Donc, il y a beaucoup de cas de whistleblowing qui sont dans les banques, ce qui fait que on n'a pas eu de cas qui va mettre, en fait, par exemple, en danger la vie. Donc, il y a toujours un peu ce truc-là où la loi va avancer s'il y a un cas très, très grave qui va arriver, que la vie des gens va être concernée, et là, on sera obligé d'agir. Donc, malheureusement, il y a un peu cette attente de se dire, oh, pour l'instant, il y a d'autres choses plus urgentes. Le lancement d'alerte n'est pas forcément le sujet d'actualité le plus important. Il y a des cas plus graves à traiter. Donc, il y a un peu un mélange de tout ça qui fait que, et sans oublier bien sûr la complexité du whistleblowing, qui fait en sorte que la loi a beaucoup de peine à faire sa place, en fait, en Suisse. Voilà, donc j'ai beaucoup résumé, mais bien sûr, on prendra les questions qu'il y a.
Et je propose que on passe directement aux questions avant de pouvoir donner la parole au professeur Hausa qui nous parlera un peu du côté scientifique du whistleblowing. Donc, je pense que je vais partir dans le chat et puis regarder s'il y a des... Alors, il y a eu une question par Yasmine Mortayemi. Je vais te le remettre dans le chat. Et je ne suis pas sûre si c'est peut-être aussi une question que Glenn va répondre dans sa présentation. D'accord. Ah, ok. Je pense que je peux le voir aussi. Bon, comme je partage mon écran, je vais... Alors, la question, c'est dans les pays de l'Union européenne, par exemple en France, quel organe est responsable pour la mise en application de la loi de whistleblowing? En d'autres mots, quand la loi d'alerte est violée, à quelle autorité doit-on rapporter? Ok, oui, alors tu as tout à fait raison. Donc, nous avons la chance d'avoir Glenn Millot avec nous qui va nous parler de la situation française. Donc, restez avec nous et la réponse à cette question viendra de sûr. Voilà, donc ça va. Déjà, on peut dire, Glenn dit qu'en France, il y a une autorité chargée de la protection et 40 chargés du traitement. Mais je pense que je suis sûre qu'il va en parler encore plus tard si ça vous va d'attendre avec la question. Et il y a eu quelques corrections de ce que tu as dit, mais je pense par rapport au temps. Oui. On continue, mais je garde ces points de Yasmine et on peut les revoir à la fin aussi. D'accord, ok. Alors, très bien. Donc, je passe la parole à M. Hausa, donc, professeur Hausa. Ja, einen schönen guten Abend. Ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier mit Ihnen zu sprechen. Ich würde jetzt meinen Bildschirm teilen, damit ich meine Präsentation zeigen kann. Nachdem wir ja jetzt schon einiges gehört haben über das Thema Whistleblowing, gehe ich wie angekündigt auf das Thema aus der Perspektive des internen Whistleblowings ein, also des Whistleblowings, das innerhalb der Organisationen stattfindet, in denen es zu Missständen kommt, und würde das ein bisschen darstellen anhand einer Studie, die wir jetzt schon für die Schweiz 3-mal durchgeführt haben. Beim letzten Mal, es wurde schon erwähnt, 2021 haben wir hier 1239 Unternehmen befragt, nicht nur in der Schweiz, sondern in 4 Ländern Europas, nämlich Deutschland, Frankreich und Großbritannien auch, neben der Schweiz. Und wir wollten sehen, wie eben diese Meldestellen, die Whistleblowing-Meldestellen in den Unternehmen aussehen. Und wie Sie sehen, haben wir hier unterschiedliche Personen befragt in diesen Unternehmen, nämlich Personen, die eben entweder in den Unternehmen Führungspositionen einnehmen. Gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen sind natürlich diese auch, die dafür zuständig sind, dass eben in den Unternehmen die Regeln eingehalten werden, sowohl die gesetzlichen Regelungen, aber auch die Regelungen, die gegen den internen Code of Conduct, also die Business Conduct Guidelines, auch verstoßen, also Missstände, die hiergegen sprechen. Also man könnte sagen, gegen Soft Law, dem sich das Unternehmen selbst unterworfen hat. In der Schweiz haben wir hier eben 314 Unternehmen befragen können aus unterschiedlichen Branchen. Und jetzt werde ich Ihnen, sagen wir mal, 8 Aspekte vorstellen, die sich sozusagen um diese Ergebnisse herum ableiten lassen. Das Erste, was wir mal vielleicht feststellen müssen, ist,
dass 1/3 der befragten Schweizer Unternehmen bei uns angegeben hat, dass sie in dem Jahr davor, 2020, Opfer von Missständen geworden sind. Also dass es zu irgendwelchen Verstößen gegen Gesetze oder eben die internen Regeln, den internen Code of Conduct gekommen ist. Und das sieht man hier, da ist die Schweiz, reiht sich da ein mit den anderen Ländern. Das ist so ein typisches Beispiel. Normalerweise ist in der Schweiz so, dass es zu etwas weniger Missständen kommt. Ja, das ist jetzt hier nur im Nachkommastellenbereich, aber andere Studien kommen da zu ähnlichen Ergebnissen. Es kommt in der Schweiz, wie gesagt, tendenziell ein bisschen weniger zu Missständen als in anderen europäischen Ländern. Aber wenn es zu Missständen kommt, sind die meistens schwerwiegender, also was die finanziellen Auswirkungen anbelangt. Also von daher haben die Schweizer Unternehmen hier Glück. Das ist vielleicht nicht ganz so oft, wobei bei uns ist der Unterschied nur minimal, aber nicht ganz so oft zu Missständen kommt. Aber wenn es zu Missständen kommt, eben umso teurer das Ganze wird. Also die Unternehmen haben eigentlich schon eine intrinsische Motivation oder sollten das haben, um eben solche Missstände aufzudecken, die sie haben. Und ein sehr bewährtes Instrument, auch international, das wurde ja schon erwähnt, ist jetzt nicht etwas, was aus unserem Kulturraum kommt, sondern eher aus dem angelsächsischen Kulturraum, aber dort doch schon über mehrere Jahre und Jahrzehnte bewährt, ist eben, sind Whistleblowing-Meldestellen, interne Meldestellen. Und hier sehen wir, dass bereits mehr als 60% der befragten Schweizer Unternehmen eine solche Meldestelle besitzen. Also wenn man das sich hier anschaut, hier wieder abgetragen zwischen den 4 Ländern, dann sieht man, dass da die Schweiz ungefähr auf dem gleichen Niveau liegt wie Deutschland, etwas vor Frankreich und etwas hinter Großbritannien, eben im angelsächsischen Raum doch etwas weiter verbreitet, aber eben hier auch insbesondere die großen Unternehmen in der Schweiz, ja, da haben 3/4 ungefähr eine solche Meldestelle, die außerhalb der Linie ist und die man sich wenden kann, wenn man eben Verstöße gegen Gesetze oder interne Regelungen feststellt, wenden kann. Bei den KMUs ist das erwartungsgemäß noch etwas weniger, aber hier in der Schweiz doch auch 50%, die eine solche Stelle eingerichtet haben. Jetzt, wenn man diese Befragten fragt, die ja auch für solche Meldestellen zuständig sind im Unternehmen, dann sehen die großmehrheitlich den Nutzen von solchen Meldestellen. Sie sagen selber in der Selbstauskunft, dass eben diese Meldestelle effektiv ist. Das heißt, dass sie sozusagen hier erwarten, dass es dazu führt, dass man eben Missstände aufdecken kann im Unternehmen, dann auch abstellen kann hoffentlich. Das stärkt den Ruf des Unternehmens, dass es sich ethisch und moralisch verhalten möchte. Und es ermöglicht den Unternehmen auch, intern besser zu werden, also die Prozesse intern aufzustellen. Jetzt, wenn wir uns noch mal ein bisschen anschauen, wie sehen denn diese Meldekanäle aus? Was ist das? Ich habe schon gesagt, das ist eine Person, eine Stelle, die außerhalb der Linie sich befindet, weil normalerweise, und das wurde auch schon kurz angesprochen, wenn ich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin einen Missstand feststelle, dann ist eigentlich der normale Vorgang so, dass ich mich an meine direkte Vorgesetzte, meinen direkten Vorgesetzten wende, um eben dort das anzuzeigen, in der Hoffnung, dass das dann abgestellt wird. Jetzt kann das eben sein, dass das aus unterschiedlichen Gründen nicht unbedingt möglich ist oder nicht zum Erfolg führt, wenn ich die vorgesetzte Person anspreche, weil eben die Person selbst in diesen Missstand involviert sein kann oder es sonstige Gründe gibt, die da dagegen sprechen. Und deshalb ist es wichtig, dass es eine
Stelle außerhalb der Linie gibt, an die ich mich wenden kann. Und jetzt, wenn wir anschauen, wie sieht das in der Schweiz aus, dann stehen da im Schnitt in diesen Unternehmen, die eine solche Meldestelle haben, für die Mitarbeitenden 3 Kanäle zur Verfügung, über die sie sich an diese Meldestelle wenden kann. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Kanäle. Sie sehen hier die E-Mail, dass es eine E-Mail-Adresse gibt, wo man sich hinwenden kann. Man kann persönlich vorbeikommen oder man kann anrufen, ja, per Telefon zu normalen Bürozeiten. Das sind so die gängigsten Kanäle, über die man sich in der Schweiz an solche Meldestellen wenden kann. Das ist aber relativ unspezifisch, ja, und bietet auch gewisse Funktionalitäten nicht, die im Whistleblowing vielleicht wichtig sind, kommen später noch auf das Thema Anonymität zum Beispiel zu sprechen oder Vertraulichkeit. Und dann gibt es natürlich etwas spezifischere Kanäle, wie zum Beispiel eine Hotline, ein Callcenter. Also das differenziert sich von einem Telefon so, dass das eben nicht nur zu normalen Bürozeiten zur Verfügung steht, vielleicht sogar 24 Stunden, 7 Tage die Woche, eine solche Hotline in mehreren Sprachen auch dann zur Verfügung steht, oder ein webbasiertes System oder ein auf Social Media oder auf mobilen Apps beruhendes System. Das gibt es aber, wie Sie sehen, noch vergleichsweise seltener. Jetzt habe ich schon angesprochen, Anonymität ist oft eine Frage, weil eben, wie ja auch schon dargestellt wird, die rechtliche Situation in der Schweiz doch so ist, dass sie gerade Personen im Privatsektor eben nicht schützt. Dann wollen natürlich viele hier die Anonymität suchen. Und Sie sehen hier, dass über die Hälfte der Fälle, also der Erstmeldungen, bei diesen Meldestellen dann anonym eingehen. Und es sozusagen auch überhaupt erstmal möglich ist, dass man dort eben anonym melden kann. Jetzt, da kommt immer gleich eigentlich die Frage, wenn man etwas anonym melden kann, da ist doch Missbrauch nicht weit. Also dass da Leute jemand anderen nur anschwärzen möchten, ungerechtfertigterweise. Und wir sehen aber, und das sehen wir nicht nur in dieser Studie, das haben wir auch schon in den 2 Vorgängerstudien, die wir schon gemacht haben, ebenfalls gesehen, dass es statistisch keinerlei Zusammenhang gibt zwischen der Möglichkeit, anonym zu melden und anonym eingegangenen Meldungen und missbräuchlichen Meldungen. Also die Personen, die hier melden, sind hier in der Regel, gehen hier verantwortungsbewusst um. Man muss es natürlich immer in Betracht ziehen. Ja, also das ist ja auch wie sonst bei einer Straftat oder bei einem Gesetzesverstoß vor Gericht. Es gilt immer zuerst die Unschuldsvermutung, solange sozusagen nicht das Gegenteil bewiesen ist. Und das muss auch hier ganz klar gelten. Nicht jede Meldung ist immer substanziiert, ja, aber die meisten sind es und eben nur die wenigsten sind eben missbräuchlicher Natur. Das sieht man hier ganz deutlich und wie gesagt, das ist etwas, was wir jetzt schon zum 3. Mal so beobachten können. Jetzt hier nochmal zu diesem Thema, was bringt denn eben dieses interne Melden den Organisationen, den Unternehmen? Und Sie sehen hier, dass gut 1/4 der Schweizer Unternehmen gesagt hat, hier, dass sie über 80% des finanziellen Gesamtschadens, den sie da erlitten haben, nur dank Whistleblowing aufdecken konnten. Ja, weil irgendjemand eben, wie man vielleicht auch heute eher auch sagt, statt Whistleblowing Speak-up betrieben hat, ja, also eben nicht ruhig geblieben ist, sondern eben den Mut gefasst hat und sich geäußert hat. Also das ist ein sehr wichtiger Hinweis.
Jetzt ist uns auch aufgefallen, weil wir haben die Studie ja während der Corona-Pandemie durchgeführt, die letzte. Die 2 davor waren vor der Corona-Pandemie. Uns ist aufgefallen und wir konnten das auch sehen, weil wir eben über die Zeit immer die gleichen Unternehmen auch befragt haben, dass eben in der Corona-Pandemie die Zahl der internen Meldungen deutlich zurückgegangen sind. Ja, also die Zahl ist deutlich zurückgegangen. Wohingegen wir gleichzeitig aus der Presse entnehmen konnten, dass das externe Whistleblowing auch bei uns hier in der Schweiz, aber auch in anderen Ländern wie Deutschland und den USA, hier habe ich Beispiele hier mitgebracht, also externe Whistleblowing-Meldestellen haben Rekordzahlen an Meldungen erreicht. Das führen wir darauf zurück, dass eben diese Meldestellen, die es in den Unternehmen gibt, nicht resilient genug sind gegen solche externen Schocks wie die Corona-Pandemie. Viele Leute waren ja im Homeoffice und so weiter und so fort, haben dann eben diese Prozesse, die es im Unternehmen gibt und die sie vielleicht davor genutzt haben, die davor genutzt wurden, wurden jetzt eben nicht mehr genutzt. Und das hat dazu geführt, dass dann eben mehr Meldungen nach außen getragen wurden. Das ist jetzt natürlich nicht im Sinne der Unternehmen, das ist ganz klar. Die Unternehmen möchten natürlich erstmal versuchen, das selber abzustellen, diese Missstände bei sich. In der Regel oder hoffentlich werden sie das auch tun. Aber das weiß man natürlich nicht. Und es gibt ja auch genug Fälle, wo man leider feststellen muss, dass eben intern nicht dann die notwendigen Maßnahmen ergriffen wurden. Und dann ist natürlich ein Gang zu den Behörden oder schlussendlich dann auch zur Presse gegebenenfalls angezeigt. Letzter Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist, wir sehen, dass die Unternehmensvertreterinnen, die wir jetzt hier befragt haben und die wir auch jetzt schon zum 3. Mal befragt haben, relativ positiv über Whistleblowing sprechen, dem relativ positiv gegenüberstehen, da doch auch die Vorteile für das eigene Unternehmen hervorheben. Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass natürlich die Unternehmen, zwar ganz generell oder die Wirtschaft, doch auch gegen Whistleblowing-Gesetzgebungen lobbyiert. Ja, und das sollte man nicht unterschätzen. Ich habe das hier mal mitgebracht. Das ist hier ein Beispiel. Das ist jetzt kein Schweizer Unternehmen, Pfizer, aber da hier ist jetzt mal aufgezeigt, dass eben da doch auch deutlich dann Position bezogen wird aus Seiten der Wirtschaft gegen eine Gesetzgebung zum Thema Whistleblowing. Damit möchte ich enden und öffne jetzt, wenn das von den Moderatorinnen so gewünscht ist, für Fragen und andernfalls können wir später auch vielleicht diskutieren. Okay, vielen Dank, Professor Hauser. Jetzt habe ich keine Frage erhalten. Armel, hast du etwas gesehen vielleicht? Nein, ich habe auch keine Frage erhalten. Okay. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sonst die jetzt auch stellen, kurz oder in den Chat schreiben und sonst am Schluss, wenn gerade noch keine Fragen bestehen. Okay, super. Danke. So, ich stelle meine Bildschirm noch einmal. Okay. So, oh, einen Moment. So, das haben wir schon gemacht. Tak, tak, tak. So, Herr Kraschel, sind Sie da? Hören Sie mich? Ja, super. Ja, das klappt ja, das ist ja wunderbar. Ja, wirklich. Ja, wir haben heute ein bisschen geübt, bis es geklappt hat. Genau. Ja gut, Bitte. herzlichen Dank für die Gelegenheit, dass ich da einen Beitrag leisten kann im Bereich Whistleblowing. Wie gesagt, mein Name ist Jürg Drachsel, ich bin
Ombudsmann des Kantons Zürich. Und da ist es vielleicht noch ein bisschen eingangs der Diskussion wichtig zu wissen, was überhaupt Ombudsleute sind. Also diese Institution stammt eigentlich aus Schweden, ist von Nordländern in die Schweiz gekommen, ist heute in der Schweiz relativ verbreitet, leider noch nicht in allen Kantonen, aber beispielsweise in der Westschweiz, weil wir heute so viel Französisch hören, also Kanton Fribourg, Kanton Genève, Kanton de Vaud, die haben alle eigene Ombudsstellen. Und die Ombudsstelle ist eigentlich ein Staatsorgan sui generis. Also das Wichtigste, um da ein bisschen kurz zu bleiben, wir sind ja alle, wenn wir das eigene Haus oder die eigene Wohnung verlassen, sind wir mehr oder weniger mit der Verwaltung konfrontiert. Wir gehen auf Straßen, die vom Tiefbauamt gemacht werden. Wir fahren mit Zügen, die von der öffentlichen Hand unterhalten werden. Wir zahlen Steuern und bekommen Briefe und werden von der Polizei überwacht. Wir haben immer irgendetwas mit der öffentlichen Verwaltung zu tun. Und das war der Grundgedanke für die Schaffung der Ombudsstelle, dass die privaten Leute, die privaten Bürger, wenn sie eben Schwierigkeiten haben mit dem Staat, also im Gegensatz zu Herrn Hauser vorher, der die privaten Unternehmungen untersucht hat, in meinem Kurzreferat geht es tatsächlich dann nur darum, das sind immer Leute, die Probleme mit dem Staat Zürich haben, also mit der Polizei, mit dem Migrationsamt, mit dem Steueramt, mit den Verkehrsbetrieben, mit der Baudirektion, mit den Schulen, mit was auch immer. All das ist ja Staat und letztendlich ist das eben alles Verwaltung und sprich die Verwaltung untersteht der Regierung. Und darum ist es außerordentlich wichtig und das hat großzügigerweise der Kanton Zürich immer hochgehalten, seit er die Ombudsstelle in den 70er Jahren geschaffen hat. Die Ombudsstelle des Kantons Zürich, die ist wirklich weitestmöglich unabhängig, so unabhängig, wie man eigentlich nur sein kann. Man ist komplett unabhängig von der städtischen oder von der kantonalen Verwaltung und von der Exekutive. Man ist wirklich vollständig unabhängig. Das sehen nicht alle logischerweise so gerne, aber es ist für das Funktionieren eben sehr wichtig. Und der Legislativ, also dem Parlament, ist man administrativ zugeordnet. Das heißt, ich bin eigentlich eine externe Verwaltungskontrolle. Und jetzt fragen Sie sich sicher, was hat diese externe Verwaltungskontrolle jetzt um Himmels Willen mit dem Whistleblowing-Thema zu tun? Sie hat eben nicht so wenig damit zu tun. Whistleblowing, das haben wir ja bereits gehört von Frau Tschumi, also als Whistleblower werden Personen bezeichnet, die als Mitglieder, ich zitiere, einer Organisation auf Fehler und Missstände, die sie in der Organisation wahrgenommen haben, aufmerksam machen. Und es ist so, das haben wir auch schon gehört, Whistleblower müssen oftmals und haben das auch in der Vergangenheit leider erfahren müssen, sie müssen oftmals mit negativen Konsequenzen rechnen. Der Ursprung der Whistleblowing, also die Affäre, die die Schweiz betroffen hat, das wurde auch schon von Frau Tschumi gemeldet, als es da um die Aktenvernichtung und dann um die amerikanischen Sammlungsklagen ging. Soweit möchte ich nicht gehen, ich beschränke mich auf den Kanton Zürich. Und das hatte seinen Ursprung, als zwei Mitarbeiterinnen der Sozialabteilung in der Stadt Zürich über Missstände, die sie wahrgenommen haben, Journalisten informiert hatten. Diese beiden Damen wurden dann der Amtsgeheimnisverletzung da gibt es dann wieder einen Artikel, komischerweise, leider gibt es tatsächlich für das Whistleblowing auch heute noch keinen konkreten Artikel. Diese beiden Damen wurden dann des Amtsmissbrauchs schuldig gesprochen und haben ihre Stelle verloren. Das ist noch wichtig, man hat dann einfach keine Stelle mehr. Und im Zuge dieser
Ereignisse hat der Kanton Zürich beschlossen, eine Meldestelle für Whistleblowing zu machen, und diese Meldestelle ist dann im Zuge der Entwicklung im Kanton Zürich bei der Ombudsstelle angesiedelt worden. Es hat dann im Jahre 2017 auch einen brisanten Fall gegeben im Kanton Zürich, als Missstände bemerkt wurden auf einem Statthalteramt. Die wurden dann auch gemeldet, und im Zuge dieser Angelegenheit hat man eben dann diesen Leuten, die das gemeldet hatten, damals war man schon so weit, hat man dann tatsächlich die Arbeit, also die arbeiten auch heute noch, respektive sie könnten arbeiten, man hat ihnen einfach Stellen zugesichert. Aber es hat da in jener Zeit auch einen riesen Aufruhr gegeben, und dann ist eben die Frage aufgekommen nach der Thematik der Anonymität. Und das hat Herr Hauser auch schon angesprochen, und ich darf Ihnen versichern, ich habe diese Erfahrung auch gemacht, auch wenn ich das am Anfang wirklich nicht gedacht hätte. Ich hätte auch zuerst gedacht, es wird wahrscheinlich Missbrauch geben, wenn man anonym melden kann. Aber ich mache tatsächlich die Erfahrung, dass wenig bis kein Missbrauch getrieben wird. Und wir haben im Kanton Zürich eine solche anonyme Meldestelle, die haben wir eingerichtet, die funktioniert seit rund 2018, 2019. Das Gute an solch einer Meldestelle ist tatsächlich, dass der Ball für die Initiativen dann immer beim Whistleblower oder bei der Whistleblowerin liegt. Weil die Person kann der Ombudsstelle den Missstand melden, und natürlich kann man auch sonst mir etwas anonym melden. Aber der Unterschied zwischen eben sonst anonym melden und über diese Plattform, die heißt Integrity Line, über diese Integrity Line Plattform melden, ist sehr, sehr groß, weil ich nämlich bei der Plattform auch Rückfragen stellen kann. Und das ist sehr wichtig. Manchmal ist es ja noch nicht ganz so klar, was es diese Person meint oder was sie findet oder wo sie dann diesen Missstand ortet. Und da muss man oftmals nachfragen, und es ist eben eine Konversation möglich, auch wenn diese Person anonym bleiben will. Dazu gilt es zu sagen, dass diese diese Plattformen nicht ganz günstig sind. Also es ist immer auch ein finanzieller Aufwand. Den hat tatsächlich der Kanton Zürich problemlos bewilligt und einstimmig, also von links bis rechts, haben die Parteien gesagt, doch, eine solche Plattform muss aufgebaut werden, und ich bin wirklich froh darüber, dass wir diese Integrity Line haben, und es sind doch um die 20 Fälle pro Jahr, die auf diese Art und Weise reinkommen auf die Ombudsstelle, die wir dann weiterverfolgen können. Der Kanton Zürich ist auch sonst auf dieses Thema schon hellhörig geworden. Er hat beispielsweise einen Verhaltenskodex. Ich kann den da einmal ein bisschen einfach so zeigen. So sieht man ihn vielleicht ein bisschen besser. Das ist ein A4-Blatt, aber es ist wirklich das Wesentliche drauf. Es sind 10 Punkte, wie man sich eben in der öffentlichen Verwaltung im Kanton Zürich zu verhalten hat, welche Möglichkeiten das man hat, wenn man Missstände feststellt, und dass man eben die Augen offen halten soll und Missstände wirklich melden soll. Also ich denke, es ist ein Kulturwandel im Gange, wenn es auch eine Tatsache ist, die ich als Jurist und Anwalt natürlich bedauere, dass im Kanton Zürich, im so fortschrittlichen Kanton Zürich, wie er sich oftmals auch zu Recht, aber in diesem Fall eben ein bisschen zu Unrecht nennt,
dass wir noch keine gesetzliche Grundlage haben. Wir haben gehört, dass auf eidgenössischer Ebene offenbar auch Druck eingesetzt wird dagegen. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich im Kanton allenfalls ähnlich ist. Aber ich denke, es wäre die Mühe wert, wenn man sich einmal überlegen würde, und da werfe ich den Ball dem Parlament zu, ob es allenfalls einen Artikel braucht für das Whistleblowing. Ich muss gleichzeitig auch sagen, dass, wenn man das bedauert und wenn es noch nicht so weit ist, liegt das wahrscheinlich oder eben eventuell auch daran, dass es, Frau Tschumi hat das angedeutet in ihrem Referat, es ist auch nicht einfach, den Tatbestand des Whistleblowings konkret für eine generell abstrakte Strafnorm so zu definieren. Es würde sich einmal lohnen, aber es ist noch nicht so weit. Wie gesagt, im Kanton Zürich bin ich die verantwortliche Stelle, die verantwortliche Behörde. Wir sind eingerichtet und wir arbeiten mit Whistleblowern zusammen und es gibt diese Fälle. Es stimmt einfach nicht, wenn von verschiedenen Leuten das immer wieder totgeschwiegen wird. Es gibt diese Fälle und je größer und je mächtiger die Verwaltungen werden, und das werden sie auch in Zukunft, sie werden auch in Zukunft wachsen, umso wichtiger ist es, dass es möglichst überall solche unabhängigen Stellen gibt, ob sie jetzt Ombudspersonen heißen oder nicht. Das ist wahrscheinlich dann zweitrangig, aber wichtig ist, dass sie tatsächlich die größtmögliche Unabhängigkeit genießen, dass sie, wie mein Vorredner gesagt hat, dass sie quasi außerhalb der Linie sind. Ich bin ein Skeptiker derjenigen Unternehmen, aber auch derjenigen Staatsstellen, die solche Meldestellen zwar eingerichtet haben, aber wie heißt es so schön, wes Brot ich esse, des Lied ich sing. Es ist dann immer schwierig, wenn jemand beispielsweise in einem Spital, beim Spital etwas melden soll, wenn diese Person, der ich das melden soll, gleichzeitig auch vom Spital entlöhnt, respektive auf der Lohnliste steht und irgendwie in einem bestimmten Abhängigkeitsverhältnis steht. Darum denke ich, ein Konstrukt ähnlich der Ombudsstelle ist sehr geeignet, das Whistleblowing etwas besser in den Griff kriegen zu können und weiterentwickeln zu können im Kanton Zürich und auch in anderen Kantonen. Ganz zum Schluss gilt es aber noch zu sagen, dass so ausgefeilt ein System auch ist und so ausgefeilt das System des Whistleblowings auch entwickelt wird, die Anonymität, von der ich jetzt gesprochen habe und die ich eigentlich eine gute Möglichkeit finde, dass man die beibehalten kann, wenn es dann wirklich konkret wird, also ein konkreter Tatbestand eben erfüllt ist wie Betrug oder weiß ich nicht was, dann ist es dann halt leider relativ schnell vorbei mit der Anonymität. Weil sobald ich als Ombudsperson dann die Gewissheit oder die dunkle Ahnung habe, dass da tatsächlich etwas Rechtswidriges passiert, dann geht man zur Staatsanwaltschaft und meldet dieses Delikt. Und wenn die Staatsanwaltschaft dann dieses Delikt an die Hand nimmt, wie man so schön sagt, an Handnahme, wenn sie dann ermittelt, dann kann sie nicht gegen oder von anonym ermitteln. Also dann wird man dann vorgeladen als Zeuge. Das ist ein bisschen die Krux, in der wir uns gesetzgebungstechnisch befinden. Da ist sicher noch Luft nach oben, um eben den Whistleblowern, den anonymen Whistleblowern mehr Schutz zu geben, als sie ihn heute genießen. Das wären meine kurzen Ausführungen und wer Fragen hat, ich muss leider eben sagen, ich kann nur über den Kanton Zürich kompetent Auskunft geben, aber dort dann tatsächlich wirklich kompetent. Herzlichen Dank nochmals, dass ich in diesem Webinar dabei sein darf.
Okay, très bien. Vielen Dank, Herr Trassen. Ich habe noch 2 Fragen. So, die erste Frage ist, wie bewerten Sie das von Zürich eingeführte System? So, ich meine, Integrity Line. Sie meinen das System ja, Integrity Line? no. Ich bewerte dieses System als Oui, sehr gut, le système weil es eben einem erlaubt, mit der anonymen Person schriftlich in Kontakt zu treten und sich auszutauschen, ohne dass die andere Person ihre Anonymität aufgeben muss. Okay, haben Sie, welche Schwierigkeiten stoßen Sie in der Praxis? Gibt es vielleicht... Ja, die Schwierigkeiten, auf die wir in der Praxis stoßen, und das kann ich mir vorstellen, weiß es aber nicht, kann ich mir vorstellen, dass es in privaten Unternehmungen ähnlich sein wird. Wenn ich dann natürlich irgendwo, sei es eine Schule, sei es ein Spital, sei es irgendwo bei der Polizei, sei es irgendwo auf einem anderen Amt, da wird zuerst einmal ein bisschen, also ich sage es jetzt einmal gelinde, es wird gesperrt. Also es braucht einen, das sind die Schwierigkeiten, es braucht meiner Meinung nach noch einen eigentlichen Kulturwandel diesem Whistleblowing gegenüber. Weil diese Leute, diese Erfahrung habe ich wirklich gemacht, es geht nicht ums Anschwärzen, es geht tatsächlich darum, um einen Missstand, der es tatsächlich dann meistens auch ist, um diesen Missstand aufzudecken. Okay, danke. So, vielleicht gibt es auch andere Fragen in der Chat. Ja, wir haben 2 Fragen im Chat, Lea. Ja, okay. Eins kommt von Patrick. Patrick fragt, Herr Traxel, was passiert konkret, wenn ein Angestellter der Baudirektion einen Verdachtsfall auf Korruption Ihnen meldet? Ja, also ich kann natürlich nur so konkret antworten, wie eben diese Frage gestellt worden ist. Wir gehen diesem Fall nach. Also ich nehme an, wenn es kommt ja nicht darauf an, dass diese Person von der Baudirektion oder von welcher Direktion kommt, aber ich nehme jetzt einmal an, diese Person hat gemeint, dass sie einen Missstand erarbeitet oder die Person arbeitet auf der Baudirektion und sie findet einen Missstand heraus, der auf der Baudirektion oder in der Baudirektion stattgefunden hat. Ja, dann ist das weitere Vorgehen so, dass ich mich an diese Direktion, also an den Amtschef oder die Amtschefin melde, wenn sie nicht Gegenstand der Untersuchung ist, selbstverständlich. Wenn sie selber die angeschossene Person wäre, würde ich mich an eine andere Person melden, nämlich an den zuständigen Regierungsrat. Und dann wird dieser Vorfall besprochen. Also sehr konkret. Aber die Person bleibt dann anonym. Also in meinen Nachforschungen, da ist immer die erste Frage, ja, wer hat das gesagt? Das kommt nie raus. Also das sind dann nicht wir, die das erzählen. Danke. Patrick, falls das nicht Antwort genug war, kannst du sonst gerne eine Nachfrage stellen. Und Monika fragt, wie könnte Anonymität besser geschützt werden? Also im Kanton Zürich, denke ich, mit diesem System ist Anonymität bestmöglich geschützt, weil es letztendlich alleine an der Person liegt, also am Blower, an der Blowerin liegt, ob sie anonym bleiben will oder eben nicht. Ich kann dazu und andere können dazu selbst wenn ich wollte, kann ich nichts machen, weil diese Person entscheidet, ob sie ihre Anonymität
aufgeben will oder nicht. Und insofern denke ich, ist die Anonymität eigentlich immer möglich. Eine andere Frage ist es dann, ob es überhaupt möglich ist, einen Missstand, beispielsweise, ich erinnere jetzt an diesen Fall, den ich eingangs erwähnt habe, den Missstand in einem Statthalteramt, wenn das gemeldet wird und es ist tatsächlich ein Missstand. In einem Statthalteramt arbeiten vielleicht 8 oder 10 Leute, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, vielleicht auch weniger. Aber es ist ein kleiner Kreis. Das möchte ich damit sagen. Und es ist systemimmanent, dass es in einem solchen Kreis eben systemimmanent schwierig ist, die eigene Anonymität zu wahren. Lea, haben wir noch Zeit für eine letzte Frage oder soll die dann am Schluss kommen? Ah ja, wir haben Zeit. Wir können eine letzte Frage nehmen. Mhm. Okay, die Frage kam auf Französisch von Jasmin. Ich übersetze sie kurz. Das Problem ist, dass es in der Schweiz nur ein schwaches oder gar kein Gesetz zum Schutz von Arbeitnehmern gibt. Die Belästigung von Angestellten und WhistleblowerInnen, die intern berichten, wird toleriert. Es gibt keine Sanktionen für Angestellte, die Vergeltungsmaßnahmen ergreifen. Man könnte zumindest den Schutz von Angestellten vor Belästigung und missbräuchlicher Lizenzierung verstärken, oder nicht? Wollen Sie dazu Stellung nehmen, Herr Trachsel? Ja, gerne. Es stimmt, es sind Verbesserungen möglich und es sind auch Verbesserungen nötig. Den Fall, den ich erzählt habe, der Kanton Zürich, den Kanton, betroffen hat. In jedem Fall wurde festgehalten, dass diesen Personen, die eben Blowerinnen waren, also die das Problem aufgedeckt haben, dass die tatsächlich eine Arbeitsplatzgarantie erhalten haben. Und irgendwo in diese Richtung, denke ich, müsste es gehen. Nicht nur immer auf den Einzelfall bezogen, weil das steht nirgends festgehalten, sondern es müsste tatsächlich irgendwo gesetzlich abgesichert sein. Es braucht nicht ein Gesetz in einem formellen Sinn zu sein, es braucht vielleicht auch eine Verordnung oder ein Reglement, aber zum Schutz der anonymen Hinweisgeber. Da denke ich auch, ist noch Luft nach oben, wie die Fragestellerin gesagt hat. Okay, danke. Sonst gibt es andere Fragen, Armel, oder sind wir? Wir sind durch. Okay, super, perfekt. So, vielen Dank, Herr Trachsel. Und so gehen wir zum nächsten. So, on repasse au français avec donc la Maison des lanceurs d'alerte. On va pouvoir découvrir qu'est-ce qui se passe à côté de chez nous. Donc, vous avez la parole, je vous laisse. Très bien, merci beaucoup. Je vais partager mon écran, si je peux. D'accord, Non. très bien. Je vais arrêter le mien. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Je vais mettre en plein écran. Ich habe ihn jetzt. Alors, je ne parle pas allemand. Parfait. Donc, je voulais vous présenter la Maison des lanceurs d'alerte et aussi le contexte dans lequel elle s'est créée, ce qu'elle fait et ce qu'il lui reste à faire. Et il y a beaucoup de choses qui lui restent à faire. Donc, la Maison des lanceurs d'alerte, c'est une association qui a été créée en octobre 2018, mais qui est une vieille idée qu'on avait eue 10 ans avant et qu'on a réussi à travailler qu'à partir de 2015 environ. L'originalité de cette association est qu'elle regroupe aussi des associations et des syndicats. À notre création en octobre 2018, on avait 17 membres. Vous voyez les logos à droite. Il y avait assez peu de syndicats au départ, mais quand même certains qui n'avaient pas forcément naturellement tendance à travailler ensemble, mais autour du projet des lanceurs d'alerte, ils se sont très vite entendus sur ce vers quoi il fallait aller. L'objectif était, à l'époque, de construire une structure qui permette à chacune des organisations
de résoudre un problème qu'elles avaient rencontré, c'est-à-dire qu'elles n'arrivaient pas à traiter les alertes ni à répondre aux lanceurs d'alerte. Là, tous les membres, tous les logos des organisations que vous voyez recevaient des signalements, mais la plupart du temps, ils n'avaient ni les moyens ni l'expertise pour traiter les signalements et vérifier que la personne était bien lanceur d'alerte, d'une part, et d'autre part, répondre aux besoins du lanceur d'alerte. D'où l'idée de créer une structure à part qui développerait sa propre expertise et vers laquelle les alertes pourraient être orientées. Donc l'objectif était multiple. D'une part, c'était d'aider à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, donc soit directement en les accompagnant juridiquement, soit en faisant évoluer la réglementation, la loi. D'autre part, ça fait partie de nos objectifs, mais là on est très très faible pour l'instant, ça pouvait aussi consister à les aider à porter leur alerte. Et là c'est un peu plus compliqué, parce que autant évaluer leurs représailles, c'est relativement facile si on a des éléments de preuve, autant les dossiers qu'ils nous apportent peuvent être extrêmement compliqués et tout à fait au-delà de nos compétences. Donc porter les alertes, ça nécessitait quand même qu'on soit capable d'évaluer si l'alerte avait un fond et était véridique. D'autre part, accompagner les lanceurs d'alerte, pour nous, ce n'était pas seulement leur fournir un conseil juridique, mais c'était aussi pouvoir les aider financièrement. Alors ça reste quand même une difficulté qu'on a parce qu'on a très peu de moyens, mais c'est aussi les aider à récupérer l'information, transférer l'information en limitant le risque qu'ils se fassent intercepter cette information. Donc une aide technique. C'est également dans certains cas une aide médiatique. Si pour leurs besoins, on trouvait pertinent et assuré qu'ils soient soutenus par un journaliste, on pouvait les mettre en contact avec des journalistes d'investigation par exemple, ou communiquer nous-mêmes sur leur alerte. Donc l'accompagnement médiatique. Et enfin, pour certains qui étaient en grande difficulté, morale notamment, on proposait un accompagnement social, moral, voire psychologique. Donc ça reste, sur le papier, c'est très joli, dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'à nouveau, nos moyens sont très limités, mais c'est l'intention qu'on avait en créant cette structure. D'autre part, je vous ai dit qu'il y avait plusieurs objectifs, changer la réglementation, donc ça nécessitait de développer des capacités de plaidoyer, de convaincre le gouvernement et le Parlement d'améliorer la loi, d'améliorer le règlement. Mais au départ, on a commencé à travailler sur la directive européenne, ce qui nous a permis d'avoir un terrain un peu plus pratique à utiliser pour notre plaidoyer. Enfin, on s'est rendu compte très vite, même avant d'avoir créé la structure, qu'il y avait un énorme besoin de formation. Formation des lanceurs d'alerte dans un premier temps, mais aussi formation de l'ensemble des acteurs qui travaillent avec les lanceurs d'alerte, et qu'il s'agisse des associations ou des syndicats, et pas seulement les nôtres, mais aussi les nôtres, mais également les journalistes, qui dans certains cas ne se rendent pas compte qu'en publiant une information, ils mettent en danger le lanceur d'alerte. C'est aussi la formation des avocats, qui pour eux voient un nouveau champ juridique apparaître et qu'ils ne maîtrisent pas forcément encore dans toutes ces dimensions. Former les magistrats aussi à certaines dispositions de la loi, qui sont censés connaître, mais qu'ils vont parfois appliquer avec un regard peut-être un peu ancien. Former les institutions aussi pour traiter les alertes. Et pour les institutions, c'est parfois pas évident d'interagir avec un lanceur d'alerte parce qu'ils ont quelqu'un qui est en souffrance, qui a parfois des difficultés à donner tous les détails, ou des fois va donner trop de détails par rapport à son alerte, et il peut assez souvent se retrouver décrédibilisé lorsqu'il s'adresse à une autorité. Donc il y a besoin aussi de former les autorités au cas particulier des lanceurs d'alerte qui ne sont pas spécialistes de la communication, qui ne sont pas spécialistes de l'analyse et qui pourtant ont des signalements à transmettre et qui aimeraient bien que ces signalements puissent donner lieu à des traitements efficaces. Voilà, donc c'est les essentiels objectifs que nous étions fixés. Depuis notre création, quelques chiffres. Alors, ils ne sont pas complètement récents parce qu'on a notre moteur de stats qui est en panne et du coup, on n'a pas pu le mettre à jour. Mais en gros, on a reçu peut-être 700 ou 800 demandes depuis le début. Je ne pourrais pas être plus précis que ça aujourd'hui. Donc, c'est assez énorme et je vous rassure, je ne sais pas si je vous rassure en disant ça, mais dans les 700 ou 800 demandes, il n'y a pas que des lanceurs d'alerte. On a beaucoup de cas de conflits interpersonnels qui sont liés au droit du travail et qui ne vont pas nous intéresser directement puisque la maison des lanceurs d'alerte a été construite pour s'occuper des alertes d'intérêt général. Ou des cas qui vont concerner une personne, un employé par exemple, c'est son patron, pour nous, ça va pas être on va pas qualifier ça d'intérêt général. Par contre, si on a un effet systémique, par exemple un cas de harcèlement qui se situe à l'échelle de l'entreprise, là, on pourra faire rentrer ça dans la case intérêt général. Donc c'est un peu subtil comme classement, c'est pas forcément très pertinent, mais c'est le choix qu'on a fait à l'époque. Donc on a beaucoup de signalants, on va dire. On réoriente vers d'autres structures, des autorités ou des syndicats pour pouvoir régler leurs problèmes. On a accompagné plus de 200 lanceurs d'alerte, donc on a qualifié de lanceurs d'alerte, alors accompagnés de différentes façons, d'un point de vue juridique, d'un point de vue moral, d'un point de vue psychologique, certains, mais pas beaucoup, au niveau financier.
Et si au départ, on s'est construit avec 17 organisations, on avait l'intention de croître, non pas pour être plus gros, mais pour être plus fort. C'est-à-dire à la fois avoir plus de percussions en termes de communication et de poids dans l'évolution de la réglementation, mais aussi pour avoir plus de pertinence. En ayant plus de monde autour de la table, on avait forcément un meilleur échange d'idées, des meilleurs regards, enfin une meilleure diversité de regards. Et donc on a décidé il y a 2 ans d'ouvrir notre collège des fondateurs pour accueillir un peu plus d'organisations. Et aujourd'hui, nous accueillons 30 organisations, 13 syndicats, 17 associations et un média d'investigation que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Mediapart. Et ça nous permet justement d'avoir un peu plus de périmètre d'action, d'avoir des spécialités, des expertises plus diverses et d'avoir des moyens d'action un peu plus costauds. Donc, je vous l'ai dit, on a 3 leviers d'action principaux. L'essentiel de notre activité va pour l'instant se cantonner à l'accompagnement et le plaidoyer. La formation, c'est vraiment en cours de développement. Ça l'a été depuis le début, mais on a un petit peu de mal à le démarrer parce que ça nécessite de trouver les bons interlocuteurs et d'essayer de faire des économies d'échelle. On ne serait pas capable, par exemple, de répondre à toutes les demandes de formation. Donc, on essaie de voir si on pourrait plutôt former des formateurs que former directement les personnes pour avoir un effet de levier plus important. Donc, sur l'accompagnement et sur le plaidoyer, je n'y reviendrai pas. Enfin, je reviendrai plus en détail, en fait, mais différemment. Donc, un échantillon de ce qu'on reçoit comme type d'alerte. Vous voyez que c'est assez diversifié, mais la plus grande part des alertes qu'on reçoit traitent à ce qu'on appelle la corruption, ou la probité ou les manquements. Donc, on a fait un gros package d'alertes avec ce terme corruption, mais ce n'est pas la corruption stricto sensu. C'est un peu plus large que c'est pas la corruption au sens juridique du terme. Ensuite, on va avoir beaucoup d'alertes dans le domaine de la discrimination, ou de la santé, ou de la sécurité au travail. On a également pas mal d'alertes sur la maltraitance et les violences institutionnelles. Et après, c'est réparti dans différentes catégories. Dans certains cas, on a du mal à les classer. Elles peuvent être frontières entre 2 catégories, mais voilà, c'est assez diversifié. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'en France, je crois que c'est un des seuls pays où les lanceurs d'alerte ne sont pas obligés d'être des personnes qui interviennent dans le cadre de leur activité professionnelle. On peut avoir des lanceurs d'alerte qui sont des gens comme vous et moi et qui vont, parce qu'ils ont vu dans leur voisinage un dysfonctionnement, pouvoir témoigner de ce dysfonctionnement. Et on reçoit à peu près 1/3 d'alertes qui ne sont pas lancées dans le cadre professionnel et 2/3 dans le cadre professionnel. Donc ça, c'était une originalité de notre législation de montrer qu'il y avait aussi beaucoup d'alertes qui ne passaient pas par l'entreprise ou l'administration, mais qui pouvaient passer par des collectifs de riverains, par des habitants, par des usagers. Donc pour nous, c'était important aussi de pouvoir les traiter. On a une équipe toute petite, là vous voyez un certain nombre de personnes, mais dans le lot, il n'y en a que 3 qui sont à plein temps. Tous les autres sont à temps partiel, ce qui fait qu'au total, on a des moyens vraiment très très limités. Donc, comme je vous l'ai dit, le cœur de notre activité, ça reste l'accompagnement et plus spécifiquement l'accompagnement juridique. Donc, lorsqu'on a une alerte éthique, on va l'instruire, on va faire un soutien individualisé qui va consister d'une part à étudier le parcours du lanceur d'alerte. Avant la directive européenne, on avait l'obligation de passer par le canal interne avant le canal externe et encore avant la divulgation publique. Donc, on va vérifier la situation du lanceur d'alerte pour voir s'il n'a pas déjà fait d'erreur. S'il a commencé par le canal externe, du coup, il va perdre sa protection. Si par chance, il a commencé par le canal interne, on va pouvoir lui indiquer la manière de poursuivre son alerte, donc passer par le canal externe avant éventuellement de divulguer publiquement son alerte. Donc, on va s'assurer en fait de voir où il en est au niveau de son parcours. Puis, dans un deuxième temps, on va lui demander sa situation, c'est-à-dire est-ce qu'il a subi des représailles, est-ce qu'il est en procédure, et c'est seulement ensuite qu'on va s'occuper de l'alerte elle-même. Donc ça peut prendre un peu de temps, notamment ce qui va prendre de temps, c'est d'obtenir du lanceur d'alerte ou de la personne qui le contacte des éléments de preuve suffisants pour qu'on puisse vérifier qu'effectivement il est passé par le canal interne, s'il est passé par le canal interne, par le canal externe s'il l'a fait également, et des éléments qui lui permettent d'avoir un motif raisonnable, c'est le terme de la directive européenne, un motif raisonnable de croire que son alerte est avérée. On ne lui demande pas des preuves que l'alerte est véridique, on lui demande des preuves qui lui permettent de penser que son alerte est avérée. Donc on fait confiance à sa bonne foi, et c'est ce que la loi dit, donc on ne fait pas plus que la loi à ce niveau-là. Maintenant, nous, on n'est pas un auxiliaire de justice, on est une association militante, donc on ne va pas forcément se cantonner à la définition juridique du lanceur d'alerte. D'une part, on ne va pas tout englober, car comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser exclusivement aux alertes d'intérêt général, alors que la définition juridique est plus large, elle traite aussi des crimes et des délits dans toutes leurs dimensions. Mais on peut aussi s'intéresser à des personnes qui auraient fait un mauvais parcours et qui donc n'auraient pas la qualité de lanceur d'alerte selon la loi, mais qu'on pourrait accompagner malgré tout.
Et dans ce cadre, on peut aussi s'intéresser à des organisations qui ne sont par définition pas juridiquement des lanceurs d'alerte, mais qu'on peut conseiller dans leur parcours. En termes donc de paysage législatif, en France, on a eu jusqu'en 2016 6 ou 7 lois alertes dans différents domaines, avec différentes dispositions, différents types de protection, différentes obligations. C'était un vrai bazar. Donc, on a réussi à obtenir qu'il y ait une loi globale qui traite l'ensemble du dispositif, qui s'appelait la loi Sapin 2. 2 parce qu'il y avait une loi Sapin longtemps avant, sur d'autres domaines. Et l'idée derrière cette loi Sapin 2, c'était de pouvoir essayer d'avoir des interlocuteurs plus facilement identifiables, d'avoir un parcours plus simple et d'avoir des règles qui s'appliquent à tous. Et qu'on ne soit pas obligé, dans un certain cas, d'avoir un parcours spécifique parce qu'on est dans tel domaine ou dans telle situation, fonctionnaire par exemple ou salarié du privé, et qu'on puisse avoir les mêmes protections contre le licenciement par exemple, mais contre tout type de représailles, ce qui n'était pas le cas dans des lois précédentes. Certaines affichaient une liste de représailles différente des autres lois. Lorsque la directive est arrivée, on a eu un petit peu peur de perdre des avancées, notamment le fait que la loi Sapin 2 s'était ouverte en dehors du cadre du travail, alors que la directive était exclusivement sur le cadre du travail. On avait d'autres craintes concernant les secrets qui sont opposés aux alertes, et on a eu raison d'avoir des craintes, puisqu'il y a 2 nouveaux secrets qui empêchent de lancer l'alerte, c'est le secret de l'enquête et le secret de l'instruction. Malgré tout, ayant cette peur, on a pas mal milité au niveau des institutions européennes pour introduire cette clause de non-régression. Il s'avère qu'on ne sait pas vraiment de quelle manière elle est opérante. Et on en a discuté avec des juristes qui ne sont pas capables de nous dire, enfin, qui ont étudié un peu la jurisprudence de la Cour européenne, la Cour de l'Union européenne de justice, et qui ne sont pas capables de nous dire si effectivement ce principe de non-régression peut s'appliquer à la loi dans sa globalité ou va s'appliquer uniquement à certaines dispositions de la loi. Je suis un peu plus clair en disant que on s'est demandé si, par exemple, le fait d'avoir introduit 2 nouveaux secrets qui empêchaient de lancer l'alerte, ce n'était pas une régression par la loi. Et si la justice apprécie la loi globalement, et si elle considère que la loi va dans le bon sens, elle peut ne pas se préoccuper que telle ou telle disposition, finalement, soit des régressions. Et c'est la difficulté qu'on a eue à ce moment-là, et qu'on continue d'avoir. Donc, à la suite de la directive, on a eu aussi la volonté d'avoir une transposition adéquate, mais surtout une transposition qui aille au-delà de ce que proposait la directive. Et on a obtenu quelques avancées qui étaient intéressantes, notamment, alors je ne sais pas si je l'ai mis dans la slide suivante, non, je vais en parler à ce niveau-là. Notamment, vous avez peut-être entendu parler de la notion de facilitateur qui a été introduite par la directive de l'Union européenne. Et dans la directive, les facilitateurs étaient limités aux personnes physiques. C'est-à-dire qu'au lieu de demander à un lanceur d'alerte de prendre des risques, on demandait à un lanceur d'alerte plus éventuellement une deuxième personne de prendre des risques. Donc, on considérait que ce n'était pas acceptable, que la meilleure façon de protéger les lanceurs d'alerte, c'est qu'ils puissent s'abriter derrière une organisation. Et on a pu obtenir que les personnes morales, syndicats et associations d'intérêt général, puissent jouer le rôle de facilitateur et servir de bouclier un peu plus costaud qu'une autre personne physique. Donc ça, pour nous, c'est une vraie avancée qu'on a pu obtenir, qu'on n'a pas obtenue dans la directive, mais qu'on a obtenue dans la loi de 2022. On a d'autres dispositions concernant l'accompagnement financier. Je pense que j'y reviendrai tout à l'heure, mais je peux vous donner quelques éléments quand même. On a pu obtenir, on ne sait pas de quelle manière ça va être rendu opérant, mais on a pu obtenir que lorsqu'un lanceur d'alerte est en difficulté financière, il puisse voir le juge lui accorder une provision pour frais de justice ou même pour subside, c'est-à-dire pour résoudre ses problèmes financiers, lorsqu'il est attaqué en justice par une organisation qui a les moyens. Elle serait donc condamnée à verser cette provision. Donc pour nous, c'est très insuffisant parce que d'une part, on n'a pas vu ça mis en place, mais surtout, ça ne concerne que les lanceurs d'alerte qui sont en justice et ce n'est pas la majorité. Donc, quelques spécificités par rapport à la loi française. Donc, comme je vous l'ai dit, un lanceur d'alerte au niveau juridique en France est une personne physique, donc pas une personne morale. On continue à la réclamer. On a obtenu que les facilitateurs puissent l'être, mais pas les lanceurs d'alerte. On a obtenu, mais ça c'est au niveau de la directive, que le nombre de paliers soit limité, c'est-à-dire que le signalement en interne comportait différents dangers. D'une part, le fait que les preuves soient détruites, d'autre part, que des représailles soient opérées. Donc aujourd'hui, c'est vrai dans toute l'Union européenne, normalement, le lanceur d'alerte peut passer directement au canal externe s'il estime que le canal interne n'est pas efficace ou le met en danger. On a un frein, et qui pour nous était une raison assez logique au lancement d'alerte, qui est que le lanceur d'alerte ne doit pas avoir d'intérêt financier dans l'alerte. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le système américain qu'on pourrait qualifier de chasseur de primes.
On a un système en France des aviseurs fiscaux qui vont pouvoir rapporter des fraudes fiscales et qui seront rémunérés pour ça, mais ils ne sont pas considérés lanceurs d'alerte, ils ont un autre nom, ils sont considérés comme des aviseurs fiscaux. Et ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes obligations, c'est un autre système. Et on leur demande d'être de bonne foi, c'est-à-dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un motif raisonnable de croire que ce qu'ils racontent est vrai. En France, la bonne foi, elle est évaluée en fait à l'envers, c'est-à-dire qu'on essaie de voir si la personne est de mauvaise foi. Et mauvaise foi, ça veut dire que d'une part, elle a envie de nuire, elle a l'intention de nuire, et d'autre part, elle sait qu'une partie de ce qu'elle dit n'est pas tout à fait vraie ou n'est pas vraie. Donc si ces deux conditions ne sont pas remplies, on considère qu'elle est de bonne foi. Et ce n'est pas une évidence, ce critère, parce qu'on pourrait penser qu'il faut que le lanceur d'alerte soit de bonne foi, mais ne serait-ce que l'intention de nuire, ou si une partie de ce qu'il dit n'est pas vrai, peut-être que ce qu'il dit est suffisamment grave pour mériter d'être étudié, et s'il est en conflit, peut-être que malgré tout, il faut étudier l'alerte. Et c'est ce qui a été reconnu au Royaume-Uni, où ils ont opéré une réforme de la PIDA, la Public Interest Disclosure Act, où finalement la bonne foi n'est plus un obstacle, enfin la mauvaise foi n'est plus un obstacle au traitement de l'alerte, mais va être un obstacle au versement d'indemnité. Donc ils acceptent des alertes lancées de mauvaise foi si l'alerte est avérée, pour eux ils considèrent qu'il faut la traiter, et on estime qu'ils ont raison. Mais ça reste un changement culturel assez important, et qu'on n'a pas obtenu. Ensuite, une petite subtilité qui tient au fait que la transposition ne pouvait pas être inférieure à ce qui était demandé. Donc, on n'a pas. Nous, ce qu'on demandait, c'est que les lanceurs d'alerte, dans la loi française, la loi Sapin 2, le lanceur d'alerte devait avoir personnellement eu connaissance des faits dénoncés. Et ce qu'on a réussi à obtenir dans la directive, c'est qu'il puisse rapporter des faits qu'on lui aurait rapportés. Mais la fourberie de certains de nos parlementaires a fait que pour les personnes hors cadre du travail, qui ne sont pas donc décrites dans la directive, ils ont pu obtenir de conserver le fait que le lanceur d'alerte doit avoir eu personnellement connaissance des faits. Donc c'est pas une régression, parce que c'était déjà dans la loi, mais on n'a pas pu obtenir qu'un lanceur d'alerte puisse être un rapporteur de faits qu'il aurait obtenu indirectement. Et ça pose toujours le problème de qu'est-ce qui est intéressant dans le lancement d'alerte, c'est qu'on puisse avoir connaissance de l'alerte pour pouvoir la traiter. Et ça, c'est un obstacle au traitement de l'alerte, typiquement. Donc les faits qui peuvent être dénoncés selon la loi, c'est un crime ou un délit, comme je disais tout à l'heure, et du coup, ça comprend énormément de choses, et la plupart ne vont pas nous intéresser directement. Donc on va pouvoir avoir tendance à écarter certains signalements, considérant qu'ils ne sont pas d'intérêt général. Donc là, par contre, c'est beaucoup plus clair, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, donc quelque chose d'avéré ou quelque chose de potentiel, et une violation d'un engagement international pris par la France, voilà, c'est pour élargir le champ. Ensuite, donc ça, je vous l'ai dit, avant la directive, on avait un système par 3 paliers, signalement interne, signalement externe et signalement public. Je reviendrai sur le signalement externe tout à l'heure, notamment par rapport à la question de Yasmine. Et aujourd'hui, la personne peut... Alors, la slide n'est pas tout à fait exacte. La personne, elle n'a pas le choix entre le signalement interne ou externe, elle peut se dispenser du signalement externe. Mais s'ils veulent faire un signalement public, il faut qu'elle passe forcément par le signalement externe. Elle peut très bien faire interne, puis externe, puis public, mais elle ne peut pas faire interne, puis public. Elle est obligée de passer par l'externe, quoi qu'il arrive. Donc ça, il faudra qu'on corrige cette slide, parce que c'est une erreur. Mais il y a des cas, en tout cas de danger grave ou imminent, par exemple, il est possible de passer directement au signalement public. Donc, on a toute une liste de représailles qui sont interdites. Ça va de l'absence de promotion au licenciement, aux brimades diverses, qui sont la plupart du temps pas très faciles à prouver. On a une avancée qui est intéressante, qui est l'aménagement de la charge de la preuve, mais qui était déjà dans la loi Sapin 2, qui était aussi dans la directive, c'est-à-dire que ce n'est pas au lanceur d'alerte de prouver que les représailles sont liées à son alerte, mais c'est à l'employeur de le faire. C'est l'employeur qui doit prouver qu'il n'a pas pris ces représailles du fait de l'alerte, mais pour d'autres raisons. On a un système de procédure d'urgence en cas de licenciement, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte peut demander à la justice de le rétablir dans ses fonctions. Ça ne marche pas très bien pour l'instant. On a aussi, on espère que ça marche, la garantie de confidentialité des identités des informations contenues dans l'alerte. Alors, ce qui pose aussi un problème, c'est-à-dire que le lanceur d'alerte, s'il donne des informations sur l'identité des personnes qu'il met en cause, il est aussi responsable pénalement de cette atteinte à la confidentialité. Donc, c'est dans les deux sens, cet aspect-là. On a pu obtenir aussi des sanctions civiles ou pénales en cas d'entrave au signalement, quelqu'un qui empêcherait ou qui voudrait empêcher le signalement, ou, comme je le disais tout à l'heure, s'il y a une rupture de la confidentialité.
Et alors, c'est un peu anecdotique, on a une sanction des procédures Bayon, mais cette sanction est vraiment pas très, très efficace dans le sens où elle est limitée en France à 60 000 euros. C'est-à-dire qu'une multinationale qui attaquerait ou qui voudrait intenter des procès en diffamation envers un lanceur d'alerte pourrait, in fine, se faire condamner à 60 000 euros d'amende, ce qui lui coûtera plus cher sûrement en avocat qu'en amende. Ensuite, d'autres protections. Alors, je ne sais pas si c'est très utile que je rentre dans les détails, mais de toute façon, vous avez ma présentation pour la diffuser. Mais ce que je trouve important, c'est le fait justement que les facilitateurs ne soient pas exclusivement des personnes physiques, parce que pour nous, c'est déjà ça nous permet de faire notre travail, alors qu'auparavant, avant la directive, on ne pouvait pas recevoir des signalements. On le faisait, mais on ne pouvait pas officiellement. La grosse nouveauté aussi de cette loi, c'est qu'on a maintenant des autorités consacrées qui sont l'une d'entre elles, le défenseur des droits, chargé d'orienter le lanceur d'alerte, enfin de protéger le lanceur d'alerte d'une part, mais aussi de l'orienter vers les bonnes autorités qui pourront traiter l'alerte. Et on a du coup une liste de 40 autorités dans différents secteurs qui vont être des destinataires des différentes alertes. Donc ça, c'est assez récent, ça date, le décret qui a été pris pour lister ces autorités date du 3 octobre. Et pour l'instant, elles démarrent. On essaie de rentrer en contact avec elles pour savoir où elles en sont, comment elles entendent s'y prendre et si on peut envisager des collaborations. Mais elles tâtonnent un peu, elles démarrent, elles se retrouvent à avoir des obligations qu'elles ne savent pas forcément comment mettre en œuvre. Donc pour l'instant, on essaie de les accompagner. Évidemment, si elles sont de mauvaise volonté, on ira peut-être un petit peu loin plus loin que l'accompagnement. Mais c'est un chantier qui est vraiment en cours. Donc voilà. Le défenseur des droits, dont j'ai mentionné le nom tout à l'heure, elle était déjà dans la loi Sapin 2 qui existait avant la directive, mais elle avait des moyens très limités d'une part, et surtout, elle ne pouvait pas instruire l'alerte. Alors, elle ne peut toujours pas instruire l'alerte, mais maintenant, elle peut conseiller le lanceur d'alerte vers l'autorité qui, elle, aura le devoir d'instruire l'alerte. Donc ça, c'est une chose importante. L'autre chose importante, c'est qu'elle n'avait pas l'obligation de répondre, d'une part, ni de répondre d'une certaine façon. Là, elle doit répondre sous 6 mois pour donner un avis sur la qualité de lanceur d'alerte, une sorte de certification. Et pour le lanceur d'alerte, c'est important si ensuite il veut pouvoir faire valoir ses droits, d'avoir le tampon du défenseur des droits. Et donc, elle a ce rôle. L'autre chose importante, c'est que c'est une autorité constitutionnelle, ce qui fait qu'elle est un peu moins malléable qu'une autorité classique. Pour changer son fonctionnement, il faut changer une loi organique, et en France, c'est un peu plus compliqué qu'une loi ordinaire. Eh ben, oui, pardon. Ouais. Attendez, je me remets dans mes slides. Non, c'est bon. Du coup, malgré tout, je vous ai dit, nous, on a des moyens d'action limités, mais la loi ne nous donne pas beaucoup non plus de moyens d'atteindre nos buts. C'est-à-dire qu'on parle de loi de protection des lanceurs d'alerte, mais in fine, le lanceur d'alerte n'est jamais protégé. On peut le rétablir dans ses droits, mais le licenciement est interdit, pourtant il aura lieu. Les représailles sont interdites, pourtant elles auront lieu. Donc on n'a pas trouvé de mécanisme, ni imposé de mécanisme qui permet une vraie protection a priori. On avait demandé que le salarié puisse avoir un statut de salarié protégé lorsqu'il lançait l'alerte, au moins provisoirement, le temps que son alerte soit étudiée. C'est-à-dire qu'il aurait fallu qu'en France, une institution qui s'appelle l'inspection du travail autorise le licenciement. Donc c'est un droit qu'ont les délégués syndicaux, par exemple. C'est un droit assez fort. C'est pas un bouclier à toute épreuve, mais en tout cas, c'était un moyen d'avoir une vraie protection et non pas un dispositif de réparation. On a aussi un phénomène d'asymétrie financière, parce que comme je vous l'ai dit, les sanctions contre les procédures Bayon sont très faibles. D'autre part, le soutien financier des lanceurs d'alerte, pour l'instant, on n'en a pas encore vu la couleur. C'est tout nouveau, on n'a pas eu de cas qui permettent de le déclencher, et on ne sait pas à quelle hauteur il va se monter. Donc, on aurait aimé que le gouvernement mette en place un fonds pour pouvoir aider les lanceurs d'alerte. On ne l'a pas obtenu. On n'a pas de protection des sources pour les facilitateurs. Ça, c'est un vrai problème parce que si une association veut porter l'alerte à la place du lanceur d'alerte, il n'y a rien qui empêchera la justice de lui demander le nom de sa source, contrairement à un journaliste. Et voilà, on a des sanctions très insuffisantes contre les procédures Bayon, que ce soit des attaques en diffamation répétée ou des demandes de dommages et intérêts complètement délirantes. Donc voilà les limites, quelques limites du dispositif. Maintenant, ce que je trouve intéressant dans cette expérience de la Maison des lanceurs d'alerte, c'est que si on a pu obtenir ces avancées-là au niveau législatif, c'est aussi parce qu'on avait un grand nombre d'organisations parmi nos membres. En fait, c'est ce qui fait que les parlementaires nous ont considérés comme incontournables. Quand ils ont fait les auditions, ils ont sollicité beaucoup de nos membres, ils nous ont sollicité nous directement.
Et beaucoup de parlementaires ont déposé des amendements à la proposition de loi, nous citant, en disant ouvertement, on leur avait demandé d'être transparent, en disant très clairement que c'était suite à des discussions qu'ils avaient avec nous, ou en suivant nos suggestions ou nos recommandations. Donc, la plupart des partis ont proposé des amendements qui suivaient nos recommandations. Et ça n'aurait probablement pas été possible si on avait été une organisation simple de citoyens, de citoyennes, ou même d'avocats. Le fait qu'on comporte un grand nombre de familles syndicales et un grand nombre d'associations qui ont énormément d'adhérents, ça a permis de peser beaucoup dans la balance, d'avoir les contacts avec les journalistes qu'il fallait, d'avoir les contacts avec les parlementaires qu'il fallait. Pour nous, c'est vraiment une force et une richesse dont on essaie de profiter au maximum parce que c'est ce qui nous ouvre le plus de portes et c'est aider les lanceurs d'alerte sans changer la législation, on va s'épuiser. Donc on a toujours ce constant devoir de faire évoluer la réglementation parce que sinon on ne tiendra pas le coup et on n'arrivera pas à jouer le rôle. En fait, notre objectif, c'est qu'on n'existe pas. Notre objectif, c'est qu'on n'ait pas besoin d'aider les lanceurs d'alerte parce qu'ils auraient exactement ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire une vraie protection, des vraies autorités qui réagissent dans les temps et qui traitent vraiment les alertes. On n'en est pas là, donc on profite justement du fait d'avoir ce nombre d'organisations qu'on essaie de développer pour continuer de peser dans les discussions parlementaires, dans la formation de l'opinion publique, dans la formation des acteurs qui aident ou qui interagissent avec les lanceurs d'alerte. Voilà, donc je suis disponible pour toutes vos questions. J'ai sûrement parlé un peu vite et de façon un peu dense, donc n'hésitez pas. Alors, merci beaucoup. C'est vrai, c'était un peu rapide, mais je pense que nous avons réussi quand même à suivre. Et désolé pour l'interprète. Il y avait beaucoup d'informations aussi, donc je comprends. Mais donc, c'est parfait, c'est très bien, merci. Et oui, il y a en effet quelques questions et je vais vous les... on va les prendre un par un, si ça vous convient. Et je reviens sur la question que Yasmine nous avait posée tout au début, mais je pense que la réponse a été donnée. Elle voulait savoir justement vers qui s'adresser lorsque la loi justement française est violée en fait. Donc, vers quels organes se tourner. Si j'ai bien compris, donc il y en a plusieurs en fait. Il n'y en a pas qu'un seul. C'est ça en fait, Glenn. Il y en a une quarantaine et l'idée, c'est que du coup, c'est très compliqué. Ça peut être très compliqué. Le défenseur des droits et l'autorité qu'il faut contacter, ne serait-ce que pour savoir vers quelle autorité aller pour avoir le traitement de son alerte, pour déclencher le traitement de son alerte. Donc, soit on sait directement quelle autorité contacter, soit on va voir le défenseur des droits. Et nous, on travaille en ce moment avec les autorités justement pour essayer de produire un outil pour que les lanceurs d'alerte sachent plus facilement qui contacter et comment les contacter. Ok. Et j'imagine que les 40, c'est par domaine d'activité, je pense. C'est ça, oui. Il y en a, en santé publique, il y en a sur les marchés publics, il y en a sur la sécurité et conformité des produits, sur les marchés financiers, sur les transports, sur l'environnement, sûreté nucléaire, sécurité des aliments. En fait, c'est très, très sectoriel. Ok, super. Donc, tout est couvert. Donc, alors, non. Tout est couvert, non. Il y a des gros trous dans la raquette. Par exemple, on a une autorité qui travaille sur les alertes en santé publique et environnement et qui n'est pas dans le décret. On ne comprend pas pourquoi. On n'a pas les agences régionales de santé non plus. Il y a eu des ratés dans cette liste. Donc, on essaye de militer pour qu'elle soit complétée. Mais pour l'instant, il y a intéressant de quelques savoir autorités. comment ils ont fait le choix, les critères qui ont été retenus pour être figurés dans la liste ou pas, en fait. Ouais. C'était des arbitrages ministériels. Très bien. Alors, on va passer à la question suivante qui est justement sur les sanctions. Donc, quelle est la sanction ou d'autres conséquences pour une entreprise qui viole la loi d'alerte? Par exemple, ne donne pas suite aux alertes. Donc, qu'est-ce qui se passe pour une entreprise qui ne donnerait pas suite à une alerte reçue? Et elle ne la traiterait pas du tout. Voilà. La première sanction, c'est que l'alerte va sortir de l'entreprise. Donc c'est léger, mais pour l'entreprise qui cherche à protéger sa réputation et qui, pour cette raison, ne donne pas suite à une alerte, c'est déjà une sanction dont elle aimerait se priver. Et là, aujourd'hui, ils ont vraiment à prendre ça en compte, puisqu'il n'y a plus d'obligation de passer par l'alerte interne. Donc, je serais eux, je mettrais un cadre interne efficace avec un système de traitement efficace. Puisque maintenant, on peut passer directement à l'alerte externe. Donc, ils n'ont pas de sanctions. Ils ont l'obligation, enfin, les grandes entreprises, pas les grandes, mais au-dessus de 50 personnes, les administrations d'une certaine taille ou les collectivités territoriales d'une certaine taille, ont l'obligation de mettre des canaux internes en place. Mais ils n'ont pas de sanctions s'ils ne le mettent pas. Mais je vous dis, la principale sanction, c'est que l'alerte, finalement, passe à l'externe et finisse par être divulguée publiquement. Okay. Très bien, et je crois qu'il y avait encore une autre question, un peu plus haut, un instant. Oui, voilà. Donc, la possibilité que des citoyens, et donc pas des employés, soient reconnus comme lanceurs d'alerte est intéressante, par exemple pour dénoncer une pollution par une entreprise. Mais ce genre de cas n'apparaît pas dans vos statistiques. Pourquoi?
Donc, En fait, là, c'est un camembert qui regroupe les thématiques et dedans, il y a à la fois des lanceurs d'alerte en entreprise ou en administration ou des lanceurs d'alerte hors cadre professionnel. J'ai limité le nombre de slides parce qu'on en a une où on voit le nombre de publics et le nombre de privés, une où on voit ceux qui sont en cadre professionnel et hors cadre professionnel. Voilà, on a beaucoup de stats, aussi sur les régions d'où proviennent les alertes. Mais c'est juste là, c'est un agrégat qui comporte les deux, qui comporte les alertes en cadre professionnel et hors cadre professionnel. ok, très bien. Et je pense que vous avez aussi dit quelque chose sur le fait que vous acceptez même certains alertes, même si les personnes ne rentreraient pas dans les critères pour être qualifiées juridiquement de lanceurs d'alerte, c'est ça? Mhm. Ouais. Oui, parce que si si la personne a fait une démarche de lancer l'alerte, elle a subi des représailles qui ont pu dégrader sa vie et qui méritent une protection. Donc, on va apprécier le fait que la personne a lancé l'alerte et que qu'il a eu des motifs raisonnables de lancer l'alerte et que l'alerte a un début de fondement. Donc, juridiquement, il ne pourrait pas obtenir de protection, mais ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas obtenir de soutien. Et d'autre part, si son alerte doit être étudiée, mérite d'être étudiée, même s'il n'a pas suivi le parcours du lanceur d'alerte tel que la loi l'impose, l'alerte, on va l'aider à la transmettre à l'autorité, puisque l'objectif quand même, du lanceur d'alerte, c'est pas d'apprendre la loi par cœur, c'est aussi de pouvoir faire un signalement sans devenir un expert juridique. Ok, très bien. Je pense qu'on a fait le tour des questions, il me semble. Oui, voilà. Donc, merci beaucoup. Alors, ce qui nous emmène... il nous reste un tout petit peu de temps pour pouvoir aller à la conclusion. Donc, je vais de nouveau partager mon écran. Ok, très bien. Alors, je vais pouvoir passer à la fin. Alors, donc, nous avons entendu beaucoup de choses durant ce webinaire et je pense que ça nous permet de pouvoir un peu répondre à la question qui nous intéressait, qui était de savoir où est-ce que nous en sommes aujourd'hui en Suisse avec donc le lancement d'alerte. Et déjà, merci beaucoup aux intervenants parce qu'ils ont abordé plusieurs thèmes que je ne pouvais pas forcément tout détailler, mais dans leur présentation, c'est ressorti. Donc, par exemple, avec la présentation du professeur Hauser, on a pu voir les canaux de signalisation que les entreprises pouvaient mettre en place en interne. Donc, justement, il y a certaines entreprises qui ont des plateformes en place, donc des plateformes de signalement. Donc, ce qui permet qu'un employé peut utiliser ces plateformes-là pour communiquer en fait des alertes. Et l'avantage aussi, c'est que une entreprise qui met en place ce canal de signalisation interne va éviter que l'alerte puisse sortir au dehors de l'entreprise. Il va découvrir la pratique qui se fait au niveau de l'entreprise et va la traiter, la régler et comme ça, la réputation au moins de l'entreprise, en fait, ne risque pas d'être entachée si l'affaire devait sortir en dehors de l'entreprise. Donc, en Suisse aussi, existent des plateformes. Voilà, donc... on a entendu avec Monsieur Strachel, l'ombudsman du canton de Zurich, qui a la plateforme justement pour le canton de Zurich, mais il existe aussi une plateforme, en fait, par exemple, pour les employés de la Confédération. Il existe aussi des plateformes, comme j'ai dit, au sein des entreprises eux-mêmes, notamment les entreprises qui ont une certaine taille. Donc, généralement, lorsque l'entreprise a plus de 50 employés et ça monte, ils peuvent avoir soit une personne qui va être responsable de recevoir les alertes, et lorsque l'entreprise est beaucoup plus grande, là, ça sera carrément, par exemple, le service de compliance ou le service juridique qui va s'occuper, en fait, justement, du lancement d'alerte à l'interne. Donc, en Suisse, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous l'avons compris, nous n'avons pas de loi fédérale. Nous l'avons compris, malheureusement, il y a la tentative de modifier la loi pour offrir une meilleure protection des lanceurs et lanceuses d'alerte a échoué en 2020. Et juste à titre d'information, je trouve que c'est assez intéressant de partager cela avec vous. Il y avait, lorsque ce projet a été discuté au Parlement suisse, il y a eu donc au Conseil national 147 voix contre 42 pour refuser ce projet. Donc, pour vous dire vraiment que ce n'était pas juste une petite tendance, non, mais c'était vraiment une grosse majorité qui était contre ce projet. Et bien que ce projet n'était pas parfait, ça aurait pu être une étape, ça aurait pu être un début de quelque chose. Parce que depuis, en fait, c'est ce projet qui a échoué, on constate aujourd'hui que la situation stagne un peu en Suisse. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a plus énormément
d'évolution du côté en fait législatif. Et aujourd'hui, on espère une évolution en fait du côté grâce, si je peux dire, à l'effet du droit de l'Union européenne justement sur le droit suisse. Parce que comme l'a expliqué Glenn tout à l'heure avec la France, cette directive européenne de 2019 doit être transposée par tous les États membres de l'UE, mais ce qui est aussi intéressant avec cette directive, c'est qu'elle a des effets sur certaines entreprises suisses. Donc aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont en Suisse, qui sont soumises à cette directive et qui ont été obligés justement de mettre en place un système de lancement d'alerte. Ça a été par exemple le cas de l'entreprise pour laquelle je travaillais auparavant, qui, dès l'entrée en vigueur de cette directive, en fait, a dû se conformer, a dû mettre en place un système, une plateforme de dénonciation. Et voilà, donc en Suisse, on voit en fait des effets justement de cette directive aussi. Et on peut se dire, comme la Suisse est au milieu de l'UE, au bout d'un moment, lorsqu'elle va voir que tous les pays autour d'elle s'alignent et ont des lois en fait, qui couvrent le whistleblowing, qui protègent mieux les whistleblowers, elle comprendra aussi qu'en fait, elle devra s'aligner à un moment donné ou à un autre. Donc, voilà un peu où on en est aujourd'hui au niveau législatif. Au niveau des plateformes, heureusement qu'elles existent. Donc, comme j'ai dit, il y a des plateformes ouvertes au public, il y a des plateformes internes. Et à Compax, nous avons aussi SwissLeaks, qui est aussi une plateforme, bien sûr, ouverte à tous, sur laquelle nous recevons des alertes donc de tout le monde. Ce n'est pas ouvert seulement à une type d'employés ou bien de secteur, c'est vraiment ouvert à tous. Et aussi, ce que nous trouvons très bien, c'est aussi le travail de sensibilisation et d'information et de recherche qui est fait. Par exemple, avec le professeur Hauser, on a vu les chiffres parce que grâce à ce genre de recherche, ça permet une fois de plus de mettre en lumière le lancement d'alerte et de montrer l'importance que ça a pour détecter la fraude ou bien même juste pour la prévention de la fraude. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qui est fait réellement, que ce soit en Suisse ou bien ailleurs, de comparer. Donc, les chiffres, ça aide en fait parce que ça nous donne des faits sur lesquels on peut s'appuyer justement pour pouvoir informer et pour pouvoir aussi défendre en fait justement le lancement d'alerte. Et pour terminer, le travail de sensibilisation, d'information, ce genre de webinaires, de séminaires qu'on peut faire comme ça, pour échanger, pour informer, pour sensibiliser. C'est aussi comme ça qu'on va réussir en fait à pouvoir avancer. Mais c'est vrai que la Suisse, à l'heure d'aujourd'hui, pour terminer, il y a pas mal d'obstacles. Et comme l'a si bien résumé Glenn, en fait, on ne peut pas aider les whistleblowers s'il n'y a pas d'évolution en fait au niveau de la réglementation. Et ça, c'est une réalité. Donc, malgré tout le travail de sensibilisation, d'études, des plateformes, des aides qu'on peut mettre à disposition, tant que la loi n'évolue pas, on ne pourra pas réellement offrir une meilleure protection aux lanceurs et lanceuses d'alerte. Voilà. Donc, nous voulons encore prendre quand même quelques minutes pour une discussion ouverte parce qu'on n'a pas pu tout aborder en 2 heures, ça serait impossible parce que le sujet est tellement vaste. Donc, si vous avez encore des questions, que ce soit pour un des intervenants en particulier ou quelque chose que vous aimeriez partager avec nous, nous laissons encore là, nous pouvons prendre quelques minutes pour ça. Je ne sais pas si on avait laissé une question ouverte, mais il me semble que celles qui ont été posées ont été traitées. J'ai 2 questions, je pense, Lea, qu'on n'a pas répondu. Ich wechsle auf Deutsch. Ja, gerne. Ich habe eine Frage für Professor Hauser. Und zwar war die Frage etwas später nach Ihrer Präsentation, weshalb hat es während der Pandemie mehr externe Meldungen gegeben? Und die zweite hänge ich sonst auch gleich an. Sehen Sie zunehmende Bestrebungen für gesetzliche Regelungen in der Schweiz in den Kantonen? Ja, herzlichen Dank. Also zur ersten Frage, warum es mehr externe Meldungen gab. Wir führen das eben darauf zurück, dass die internen Systeme nicht so funktioniert haben, dass die Personen, die ja dann im Homeoffice sehr häufig gearbeitet haben, da noch Zugang hatten oder das auch gefunden haben. Das ist zum Beispiel auch ein häufiges Problem solcher internen Meldestellen, dass sie nicht sehr transparent dargestellt werden. Also auch da müssen die Unternehmen noch sehr viel deutlicher kommunizieren. Wir sehen, dass Unternehmen, die hier proaktiv kommunizieren, die also
darauf aufmerksam machen, dass sie so eine interne Meldestelle haben, dass die mehr Meldungen bekommen, aber interessanterweise nämlich auch mehr substanziierte Meldungen, also solche Meldungen, die wirklich auf einen Missstand hinweisen. Und aber solche Unternehmen, die das irgendwo verstecken, vielleicht irgendwo im Intranet nicht sehr transparent darstellen, da kann es dann natürlich leicht sein, dass dann Personen eben dann keine Anlaufstelle mehr sehen oder gesehen haben während der Pandemie und deshalb dann eben extern gemeldet haben und nicht intern. Und die zweite Frage bezogen auf die gesetzlichen Bestrebungen, da muss ich sagen, ich bin jetzt etwas weit weg von Bern vielleicht oder auch, sagen wir mal jetzt von den Kantonen in der Ostschweiz, Südostschweiz. Aber was ich wahrnehme, ist, dass momentan relativ wenig, zumindest auf eidgenössischer Ebene, relativ wenig Bewegung da ist. Es wird externen Druck geben. Die OECD zum Beispiel, glaube ich, wenn ich das richtig beobachte, wird auch eine hochrangige Delegation in die Schweiz entsenden, wo das Thema dann diskutiert wird. Und von daher glaube ich, dass jetzt erstmal, nachdem das wurde ja auch dargestellt, dass das sehr viele Jahre, um nicht zu sagen über ein Jahrzehnt diskutiert wurde und dann erstmal versenkt wurde, das Gesetz, dass es jetzt 3 Jahre später vielleicht auch durch Initiativen der Zivilgesellschaft wieder stärker auf die Agenda gesetzt wird. Aber aktuell sehe ich da als interessierter Beobachter keine großen Aktivitäten, wobei, wie gesagt, ich jetzt dazu nicht spezifisch forsche und deshalb jetzt auch als Betriebsökonom da vielleicht auch nicht die politikwissenschaftliche Expertise hat, die hier vielleicht notwendig wäre. Ok, oui, alors je pense que je rejoins aussi professeur Hauser parce que c'est vrai qu'actuellement, le côté législatif est pas mal, c'est pas mal compliqué de ce côté-là en fait, parce qu'avec la modification échouée de 2020, on a vraiment pu voir la position que avaient en fait, que ce soit les partis politiques ou bien les syndicats et tout ça sur ce projet. Et donc, je pense qu'actuellement, c'est vraiment le côté, l'action de la société civile, en effet, qui peut en fait faire encore une différence. Voilà. Donc, et malheureusement, c'est aussi constaté, il y a cette attente un peu de la Suisse qui est ce cas grave, ce cas extrême de lancement d'alerte avec des conséquences vraiment énormes pour pouvoir un peu agir. C'est un peu dommage, mais c'est aussi une réalité en fait. Donc, ce qui fait que le whistleblowing aujourd'hui n'est pas le sujet qui est mis en fait en avant. C'est pas considéré comme la priorité, malgré qu'il y ait des cas en fait, hein, malgré on a des cas, mais ce n'est pas considéré au niveau législatif comme la priorité. Voilà. Donc, et déjà un projet qui n'avait même pas le soutien du gouvernement, malheureusement, c'était déjà très mal parti en fait dès le départ. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions qui demeuraient ouvertes. Armelle, on a fait le tour des questions. Celle que j'avais, oui. Attends, je pense qu'il y en avait un, mais je ne sais pas par rapport au temps si on devrait finir. Je vois une question. En publiant, relayant des informations de lanceurs d'alerte, est-ce que Compax ne risque pas de s'exposer à des poursuites juridiques? Ah, très bonne question. Alors, justement, nous ne publions pas des informations, bien sûr, confidentielles que nous pouvons recevoir. Donc, c'est-à-dire, je vais prendre un exemple concret, c'est le plus simple. Imaginons qu'on va recevoir un signalement qui nous dit
tel docteur qui se trouve dans le canton X, en fait, a des pratiques bizarres. Est-ce qu'il a vraiment l'autorisation d'exercer en tant que docteur? Et on va recevoir des informations, le lieu et tout. Campax ne va jamais s'amuser, bien sûr, à prendre cette alerte-là et puis le publier telle qu'elle est. Voilà. Donc, nous n'utilisons pas les informations que nous recevons telles que nous les avons reçues pour pouvoir faire des publications là-dessus. Nous allons peut-être juste dire, il existe encore en Suisse certains médecins qui pratiquent sans autorisation et ça serait, voilà des cas justement qu'on découvre grâce aux lanceurs d'alerte, etc. Donc, on va complètement anonymiser en fait l'information avant de pouvoir l'utiliser. Parce que notre but, bien sûr, c'est non seulement de protéger le lanceur ou la lanceuse d'alerte, mais également l'alerte. Voilà, donc... mais après, c'est évident qu'en Suisse, normalement, on n'est pas autorisé à encourager l'alerte. Ça, c'est une réalité. Voilà, donc nous ne pouvons pas dire aux gens, faites des signalements. Voilà, la loi ne nous permet pas. Et malheureusement, voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, très bien. Donc, je vous propose qu'on clôture. Il est 20h05. Nous avons 5 minutes, un peu de retard sur notre programme. Donc, merci à vous d'avoir participé. Merci à nos intervenants. Merci également à l'interprète. Ça a été 2 heures très intenses. Donc, il n'y a pas de questions ouvertes. Donc, ce qui fait que nous pouvons arrêter là. Et comme vous le savez, nous sommes une organisation de campagne. Donc, c'est grâce à vos dons que nous pouvons organiser ce genre, en fait. Donc, que ce soit nos webinaires ou nos campagnes ou toute autre activité. Donc, merci de votre soutien. Merci encore de votre présence aujourd'hui. Et voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Et nous espérons à la prochaine. Au revoir et merci.